Allez, salut à tous, bonsoir et bienvenue voilà pour ce live ce soir dédié aux jeux vidéo. Alors bienvenue à tous en 2025, voilà on y est enfin. Alors ça va être une année particulière parce que sincèrement voilà on ne sait pas exactement ce qui va en être par la suite. Bien sûr, pour les fans de jeux vidéo et de rétro. Alors, on fait une émission ce soir pour parler, voilà, justement des années passées par rapport au monde du rétro gaming et puis tout ce qui est sorti depuis voilà, presque un demi-siècle. Ça fait beaucoup. Et vous allez voir qu'à travers ce qu'on va évoquer, c'est qu'il y a pas mal de gens voilà, qui jouent toujours au même jeu, au même système et qui ne voient pas ce qu'il y a avant ou ne voient pas non plus ce qu'il y a eu légèrement après. Alors bonsoir à Sébastien, voilà, bonne année à tous les gars, bienvenue pour ce live. Salut à toi Flay, salut SNK, salut Dumont Anthony. Bonsoir, bonne année, bonne santé, bonheur et réussite. Bonheur et réussite, ouais, pourquoi pas. On va. Ça reste, attention, ça reste pour le plaisir, tout ce qui est à côté, YouTube, tout ça, on n'est pas. Voilà, c'est vraiment pour le fun, pour passer un bon moment le soir, pour essayer comment dire, de se relaxer après voilà, une semaine ou une journée difficile, voilà. Et puis je sais que voilà, il y en a plein qui vont reprendre également la période du travail après les vacances scolaires. Donc ça va être une année particulière, je pense, pour les fans de rétro. Où il y en a, ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire cette année? Qu'est-ce qu'on va acheter comme jeu? Où est-ce qu'on va mettre notre argent? J'ai pas forcément envie de vous guider à travers vos achats parce que je pense que vous êtes assez grand pour savoir ce qu'il faut acheter de votre côté. Bien sûr, vous allez acheter encore une fois des jeux et des consoles qui vont être encore plus vieilles que les années passées. Donc encore une fois, vous prendrez encore plus de risques pour acheter vos consoles et vos jeux. Bon c'est vrai que c'est un peu tard pour les nouveaux au niveau du rétro de commencer une collection. Il y a des gens qui aiment bien se poser encore cette question, est-ce que c'est la période, est-ce que enfin je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui sont allés du côté de République et des conventions l'année dernière pour justement faire quelques achats. Alors moi de mon côté, j'ai reçu ça. J'ai reçu ça, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Est-ce qu'on fera une émission sur, je sais pas si vous avez bien vu, voilà, la Pixel Day 2025. Ouais, mais en fait, tu vois, Sébastien, j'ai passé les 4000 abonnés en fait. 4000, je suis à 4040 abonnés environ. Et en fait, YouTube m'a activé ça. Donc, ils m'ont dit, c'est des stickers que les gens peuvent acheter, je sais pas quoi. Ouais, sincèrement, les gars, si jamais en fait, un jour, on fera une émission, les gars, je vous dis, on fera une émission euh, où justement on fera gagner des trucs à des gens. C'est-à-dire que voilà, on organisera une espèce de cagnotte et on achètera, on organisera un truc pour offrir à quelqu'un. Mais ces histoires de stickers, les gars, tombez pas dans le panneau d'acheter des trucs ou de faire des dons. C'est pas la bonne idée. On fait ça pour le plaisir. Mais enfin, façon, les gens qui me connaissent, ils savent que voilà, on organisera un truc un jour, mais voilà, on fait pas le. Ouais, c'est au bout de 4000 abonnés, 4000 confirmés, il te active en fait ces options en plus de la monétisation. Parce que ma chaîne est avec les annonces et puis les mid-rolls, en fait, c'est couplé avec, voilà. Salut Teddy Olympe. Alors la période d'âge d'or, c'est vrai que moi je suis très content d'un truc, c'est qu'on va prochainement, enfin je vais prochainement faire la deuxième partie du thème retour dans le passé avec
l'année 87 à 90. On va s'arrêter juste avant la sortie de la Neo Geo, dans la prochaine, la seconde partie de Back in Time que je vais faire. On va faire 4 parties. Il y aura 87-90 et il y aura par la suite 90-95. C'est-à-dire on va s'arrêter à chaque fois au moment où il y a les sorties de grosses consoles, par exemple 95, janvier 95, février 95, parce que nous, au Japon, voilà, elle sort en décembre la PS1, mais on va faire la guerre des 32 bits 95 jusqu'à 99. Après, voilà, il y aura 4 parties. Et je pense que la partie, je sais pas si les gens imaginent, mais 87-90, c'est énormissime. Ouais, ouais, merci Flay. Ouais, bah moi je trouve ça cool parce que ce que je disais, c'est que l'important, c'est que les gens qui suivent ma chaîne, qui suivent mes interviews, qui suivent les discussions que l'on peut faire. D'ailleurs, je vais vous mettre un peu de lumière parce que c'est vrai que on n'est pas dans, je sais pas si on met un peu de lumière par là, par ici, voilà, par là. C'est vrai que ce que je disais par rapport à ma communauté, c'est que je veux que le chat soit comment dire, sans modérateur, où les modérateurs ne servent à rien, mais qu'on reste dans une communauté saine. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été là à un moment donné pour provoquer, critiquer ou mépriser même d'autres personnes dans le chat, elles sont plus là. C'est-à-dire que les gens qui sont... Moi j'ai des gens encore récemment, ils sont revenus avec 5 ou 6 comptes différents pour refaire des soucis. Les gars, vous êtes pas chez vous. Je vous explique un truc, vous êtes pas chez vous. Ici c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de liberté d'expression quand on méprise les autres personnes ou qu'on les insulte. Vous êtes pas chez vous. C'est ma chaîne. Il y a pas d'histoire de... On n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. C'est comme ça. Il faut que la communauté reste saine. Et regardez à chaque fois les chats dans mes lives. Pas de modérateur. Zéro problème. Tout va bien. Bon. Et on est entre nous, voilà. C'est ça le but, en fait. Voilà. Enfin, bref. L'âge d'or pour toi, Teddy Olympe, c'est 89-94, car 89 sorti de la Mega Drive, 90 Super Nintendo, 95, voilà, ça marque la fin avec l'arrivée des 32 bits. Alors, pour ce qui est de... Moi, je vous dis, ça m'a fait vraiment plaisir de reparler des années 80 dans l'émission Back in Time. Parce que ça rappelle un peu des souvenirs d'enfance où au final, moi j'ai plus eu de Game & Watch que de que de consoles. Parce que au tout début, j'ai eu les Game & Watch avec Donkey Kong, avec Mario, avec Parachute. J'ai eu Fireman aussi. Et Octopus, j'avais eu Octopus. Mais moi je vous parle de ça quand t'es gamin et que t'as 6 ou 7 ans. C'est plus ton père qui joue avec. En fait, je pense que mon père, il était malin. Il achetait ça, en fait, pour l'anniversaire ou pour le cadeau de Noël, mais il jouait plus avec que moi, je jouais avec. Je pense. Parce que moi, je me souviens plus être en train de jouer avec G.I. Joe, Star Wars, les maîtres de l'univers, tout ça. Et un jour, il faudra qu'on fasse une émission sur les jouets. Ça peut être vachement bien. Et j'inviterai... Alors, je sais pas si par exemple Dédé Lebon, voilà, qui passe souvent sur mon chat, ben, un jour il a envie de venir discuter parce que il a travaillé avec Lulu Berlu, je crois, sur République. Ça me ferait vraiment plaisir de parler avec un professionnel du monde des jouets. Voilà. Voilà. Donc ça c'est en effet quelque chose de positif, voilà. Voilà. Alors salut Dédé Lebon, bah ouais, bien sûr, tout à fait. Ça ça serait vraiment très bien, tu vois. Et en effet, moi j'aimerais beaucoup en fait discuter avec toi de Lulu Berlu, etc. Ça serait vraiment quelque chose de super. Alors. Bah, gaming des cavernes, tu sais, voilà, ça sert à rien de venir encore une fois, voilà, discuter. Si tu viens là pour provoquer sous un autre faux compte,
et inventer des histoires, tu vas dégager. C'est tout. Ça va se passer comme ça. Voilà. Donc par la suite, ce qu'on va faire dans l'émission au niveau du thème de ce soir, ça va être justement presque 50 ans de jeux vidéo. Ça a commencé, moi je dirais, plus vers les années 75. À partir de là où on a commencé à voir les prémices de ce qui pouvait être fait dans les... pas forcément les salons, mais 77, 78, où tu as l'Atari 2600 et d'autres consoles. Avant, il y a les consoles au niveau des jeux Pong. Tu as quand même, on va dire, pour l'histoire, presque 50 ans. Voilà, presque 50 ans de jeux vidéo. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est presque, en fait, tu n'inventes rien. D'accord. Il n'y a pas de souci. Hein. Et je te souhaite une très bonne soirée. Je te souhaite une très bonne soirée. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Voilà, encore une fois, allez faire des émissions, voilà, sur d'autres chaînes pour essayer d'avoir comment dire, un peu de vue, hein, si ça vous amuse de faire des polémiques. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien ce que vous faites. Voilà. Et presque 50 ans de rétro gaming, les gars. Et en fait, est-ce que vous vous rendez compte que quand vous allez dans les magasins du côté de République ou de Paris, ou dans les Pixel Day, voilà, la fameuse Pixel Day, ben voilà, vous avez en général la Super Nintendo, la Mega Drive, la Game Boy. C'est-à-dire qu'on commence par acheter les consoles dans les années 80. En général, enfin 80, moi je dirais même 88, 90, 91. Est-ce que c'est un problème générationnel finalement, ou est-ce que c'est un problème par rapport à ce que peut représenter un jeu, par rapport à sa valeur? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous faire plaisir en jouant à Space Invader, qui est voilà, vous pouvez le trouver dans différentes versions, que ça soit sur du Vidéopack, de l'Atari 2600, des micro-ordinateurs. Il y a vraiment des jeux très très fun, mais pourtant, c'est pas des choses qui sont recherchées en fait au niveau collection aujourd'hui dans le monde du rétro. Et ça, c'est dommage parce que je pense que vous passez à côté de certaines choses. Moi, je suis très content, par exemple, d'avoir vécu des choses, pas forcément au niveau de l'éveil, parce que quand t'as 6, 7, 8 ans, t'es pas forcément conscient de à quoi tu joues. Et je suis très conscient de pas avoir été... Je suis très content de ne pas avoir été conscient d'avoir joué à E.T. l'extraterrestre plus de 10 minutes étant gamin, parce que je pense que ça m'aurait énervé en effet d'acheter ce genre de jeu durant la vingtaine ou la trentaine, quand t'es un peu plus âgé et que tu mets tout ton argent pour acheter ce genre de titre. Et c'est le genre de jeu malheureusement qui a cassé l'économie. Voilà. Salut Karaloka. L'Atari 2600, tu l'as filé à un vieux pote. Mais ça commence à coûter cher. Hein. Est-ce que tu as vu combien coûte aujourd'hui l'Atari 2600 ? Il y a des gens qui se le mettent autour de presque 100 € au niveau de la vente. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu trouves pas forcément les bonnes télés également pour jouer, c'est-à-dire que tu as, au niveau des prises antennes, il te faut une cathodique, ou un magnétoscope, ou un lecteur DVD, où tu vas passer avec la prise antenne pour jouer à l'Atari 2600. Donc il y a ce petit problème, voilà, il y a ce petit problème. Voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est compliqué, Flay, de jouer avec donc les consoles d'époque aujourd'hui sur tes télé LED, ou alors faut avoir un petit appareil pour Moi j'ai vu des gens jouer par exemple sur des Famicom avec leur PC en branchant la Famicom via un adaptateur, la NES japonaise, pour avoir les signaux au niveau, voilà. C'est vrai que souvent, alors sur les télés qui ont des canaux asiatiques, Europe occidentale, pour les consoles japonaises,
c'est souvent le canal 91. 91, on est dans les eaux en fait, au niveau du bon, de la bonne sélection des fréquences. Maintenant, pour l'Atari 2600, le signal européen français, même le signal français, même pas européen, canal 36, c'était souvent le même canal également que, bah, il y avait peut-être les premiers magnétoscopes qui étaient en prise antenne, les premiers magnétoscopes, je crois qu'il y avait ça. Le décodeur Canal Plus aussi. Quand tu jouais à l'époque avec une vieille console en prise antenne, type Pong, fallait débrancher, enfin pour certains, hein. Maintenant les décodeurs Canal Plus, ils avaient des prises Spiritel, hein. Mais certains avec je regardais la télé avec la prise antenne aussi, donc, enfin c'était une autre époque, attention, voilà. Alors le flyer Pixel, on me l'a offert. On me l'a offert, le flyer Pixel Day 2025. On me l'a offert. Donc aujourd'hui, ça va changer d'endroit. Ça sera le 3 mai. C'est au mois de mai. Moi, comme vous savez, je n'achète plus en fait quoi que ce soit au niveau de ma collection. Donc je serai pas client. Voilà. Après, j'aurai sûrement des amis qui vont y aller, hein. Je connais des gens qui vont sûrement y aller. Est-ce que ça va les intéresser, voilà, d'acheter des nouveaux produits encore plus chers? Voilà, sachant que moi, de mon côté, par exemple, les derniers trucs que j'ai pu récupérer, qui sont arrivés un peu tard parce que ça venait des États-Unis, c'est plus ce genre de produits, voilà. Je vous avais parlé de ça, Turtle in Time. Turtle in Time, putain, je suis grave. Hyperstone. Je suis grave. Turtle Hyperstone et également aux États-Unis. Alors, vous savez pas ce que c'est, je pense. Voilà. Ça fera la place dans un bêtisier, Turtle in Time sur Genesis. Voilà, ça fera la place. Ça fera la place dans un bêtisier. D'ailleurs, j'incite les gens à faire des zappings s'ils ont envie de se faire striker leur chaîne par les images vidéo. N'hésitez pas à faire. C'est dommage parce que c'était même les guignols de Canal+, c'était une bonne époque où on pouvait rigoler des hommes politiques. Bon, malheureusement, voilà, les images aujourd'hui, enfin, c'est normal, il y a un droit d'image, donc si tu vas pas à l'INA pour récupérer les droits, tu pourras pas faire ce que tu veux au niveau vidéo. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est, ça, par exemple? Bah, il y a un petit indice, hein, 3DO. Voilà, c'est le fameux jeu en fait. Escape from Manor Monster. Je vous montre, voilà. C'est mon tout dernier achat que j'avais fait sur 3DO à l'époque, en version japonaise. Et en effet, c'est un Doom, c'est un Wolfenstein sur 3DO. Et ça pareil, les gars, si aujourd'hui vous allez sur République ou dans les Pixel Day et tout, vous allez pas le trouver. Et moi, je suis très content de pouvoir récupérer ce genre de titre. Voilà, je vous mets un petit artwork du jeu. Vous voyez comment c'est? Voilà, c'est ce genre. C'est un Doom dans un manoir en fait. C'est un Doom dans un manoir hanté avec des petits bruitages vite fait. C'est sur 3DO. Donc n'oubliez pas, Turtle in Time sur Genesis. Ah putain, ça y est, je suis dans le bêtisier, c'est fini là. Est-ce que tu as vu le nouveau concept de Backing Toys? Gros malaise. Bah, moi comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de commenter forcément en fait les vidéos d'Olivier. Parce que je pense que voilà, c'est quelqu'un qui vit dans sa passion par rapport au monde du rétro, où tu sens qu'en effet, comme tu dis, Karaloka, il y a un petit côté thérapeutique en fait, quand il parle avec ses amis, tout ça. Et moi, j'ai pas trop envie de parler de personnes où justement tu sens que il y a un petit côté fébrile, malheureusement, par rapport à la vie privée, etc. Il faut quand même quelque part, on va dire, voilà, laisser ces gens tranquilles un moment. Quand tu vois la vie privée avec le décès d'un parent, des choses comme ça, je veux dire, on peut en effet débattre sur l'émission, les discussions qu'ils peuvent avoir au niveau du milieu du rétro, mais
Voilà, ça, faut pas que ça soit dans la moquerie, les gars. Faut que ça reste correct par rapport voilà. Et après, ils expriment leur jeune façon de voir le rétro gaming à travers des prix exorbitants. Moi, ce qui m'a fait rire. Salut Yordax, comment tu vas? Bah, bonne année à toi, merci, ouais. Ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a fait rire, c'est le dénigrement en fait des achats compulsifs de certains des fans voilà de ces chaînes-là où ils disent non mais moi je dépense pas, je mets 100 euros par mois, je mets 100 euros de côté et je dépense pas. Et en fait, il y a un autre mec qui est à côté. Je suis tombé sur ce passage-là juste quand j'ai zappé en fait, et ça m'a fait rire parce que un de ses potes lui dit oui, mais tous les jeux next-gen que tu achètes, ça fait partie de ton budget. Tu dépenses au moins 200-300 euros par mois. Et tu dis que tu mets 100 euros en plus de côté au niveau de tes achats pour t'acheter une belle pièce. C'est quoi une belle pièce en fait? Voilà. C'est aujourd'hui une belle pièce, tout est une belle pièce vu que tous les jeux coûtent très cher. Donc c'est limite en fait, faudrait fuir par rapport aux pièces qui sont très faibles au niveau du prix, aux mauvaises pièces. Est-ce qu'il y a des mauvaises pièces au final? Sachant que même le moindre jeu aujourd'hui, il y a un exemple les gars, regardez, Batman Returns sur Genesis. Vous le voulez aujourd'hui en version US. En version US complète, ça va vous coûter 60 dollars aux États-Unis avec les frais d'import, tout ça. Euh, Ça va vous coûter déjà très cher. Donc qu'est-ce qu'on appelle une belle pièce? C'est automatiquement un jeu qui coûte cher ou un très bon jeu? Parce que dans le thème de ce soir, les gars, ce dont je voulais parler, c'était justement le fait que la plupart du temps, ben, vous allez tout simplement en fait jouer à chaque fois au même jeu des années 80-90 sans forcément chercher vraiment des jeux rares ou des bons jeux qui étaient légèrement avant 88-90 et même sur PC Engine. Sur PC Engine, je sais que quand vous allez dans les magasins, bah vous n'êtes pas forcément connaisseur des jeux PC Engine. Vous êtes souvent en train de chercher les jeux connus. Alors je pense qu'un mec qui sait pas forcément à quoi ressemble, je sais pas si j'en ai un là de côté là. J'avais un jeu PC Engine que j'avais rangé là. Là en fait sur ma table j'avais pas mal de jeux que justement je devais vendre, mais j'avais Street Fighter 02 en fait sur PC Engine, et la plupart du temps les gens en fait vont chercher des jeux dont d'autres personnes parlent sans forcément y avoir joué ni comment dire en savoir plus, mis à part le nom ou la jaquette. Ils s'arrêtent. Par exemple Gunhead, moi je pense que vous interrogez la plupart de vos potes, Gunhead, le shoot'em up PC Engine, la plupart en fait, ils savent pas à quoi ressemble la jaquette. Ils ont juste entendu en effet que c'était un très bon shoot'em up, mais ils pourraient même pas le reconnaître dans une vitrine de jeux vidéo s'il n'y avait pas marqué le nom sur la boîte. Je pense qu'au niveau de la jaquette, Altered Beast, Alysia Dragoon, voilà, même Golden Axe, Alysia Dragoon, voilà, c'est un jeu aujourd'hui les gars. Vous le reconnaissez grâce à la jaquette, pas besoin de lire le nom. Mais il y a plein de jeux sur PC Engine, dont Piège de Cristal, Die Hard. Je pense que il y en a plein qui pourraient pas le reconnaître en fait, la jaquette, voilà. Alors là, par exemple, je vous ai mis Afterburner 2, qui est vraiment un jeu sympa, et on fera une émission sur les shoot'em up. Je vais laisser en fait, le sondage se faire. Et je vais vous montrer par exemple la jaquette de Gunhead, pour les gens voilà, qui veulent savoir à quoi ressemble Gunhead. Je pense que vous pouvez pas la rater. Voilà, c'est marqué en plein Gunhead, mais si vous aviez que le vaisseau présent sur la jaquette, c'est pas un truc marquant pour la plupart des gamers. Voilà. Salut Vincent98, salut à toi. Ouais, bah ouais. Mais je pense que le côté, bah en plus il n'est plus collectionneur, soi-disant, voilà.
Mais ses potes le sont encore aujourd'hui, ils achètent beaucoup de jeux, ouais. Voilà. Perso, tu attends le portage Switch de Twilight Princess un jour. Euh, D'accord. Ah, ta Panasonic, Vincent, c'est la Panasonic, là, tu parles de la GameCube, c'est ça? Oui, ouais, pourquoi pas, t'as raison, Flay, un jour tu auras la version Wii U portée, mais Nintendo le fera, Nintendo portera énormément de titres sur la Switch, ils vont pas s'arrêter d'ici là, parce que la Switch 2, bah vous avez vu, hein, elle est pas sortie. Enfin bon, moi c'était l'année dernière, j'avais parlé avec un distributeur qui avait eu en fait contact avec Nintendo qui voulait évaluer les chiffres de commandes pour une prochaine Switch 2 dans le commerce. Ils avaient fait comment dire, pas forcément un sondage, mais ils avaient justement demandé à plusieurs revendeurs combien de consoles ils seraient prêts à acheter pour la sortie de la Switch 2. Bon, pour l'instant, vous avez vu, il n'y a pas de Switch 2. Et, voilà, Julien Chiez, bon, voilà, on connaît le personnage, c'est dramatique. Enfin bref. Et moi, ce que j'aimerais bien, en fait, c'est que parmi les nouveaux collectionneurs en 2025, c'est que des gens s'attardent à justement à essayer de collectionner, en fait, des systèmes avant les années 90, 89. Quand vous allez justement dans les conventions, la première chose que vous faites, je pense, collectionneur d'aujourd'hui, c'est chercher des jeux Super Nintendo et Mega Drive. Euh, et surtout des jeux Super Famicom, parce qu'en effet, les jeux Super Famicom, c'est quelque chose qui est très valorisant dans une collection. Récemment, on a vu quelqu'un, justement, dans un Je viens chez toi, qui a une collection de plus de 1450 jeux Super Famicom. Alors apparemment il a un full set. Je sais pas s'il a tous les jeux de Mahjong, etc. référencés. J'ai vu qu'il avait plusieurs versions du même jeu dans des versions légèrement différentes par moment. C'est assez impressionnant, hein. Salut Nico34, comment tu vas? Ouais. Je trouve ça assez impressionnant. Mais dites-moi, voilà, vous, dans vos recherches d'achat, est-ce que justement vous êtes plus axé sur de la Game Boy, vous êtes plus axé sur de la Super Nintendo, est-ce que vous cherchez plus peut-être voilà de la Neo Geo, parce que quand je ferai la deuxième partie justement de l'émission Retour dans le passé avec Retour dans le temps avec justement 87-90, je vais arrêter la deuxième partie avant la sortie de la Neo Geo. C'est-à-dire que on va faire la Game Boy, on va faire la Mega Drive, la PC Engine, on va parler un peu des micro-ordinateurs, et à chaque fois, le thème, ça sera Noël, avec les consoles et les jeux les plus vendus à Noël. C'est-à-dire le numéro 1, voire le numéro 2. Mais on pourra pas, je pourrais pas faire une émission où on parle de tout, c'est impossible. C'est d'ailleurs, je fais un petit coucou à Domingos qui croyait justement que je faisais une émission sur toutes les années 80, c'est pas possible. Sinon, faut faire une émission qui dure 3 heures, 3 x 4, 12 heures, une émission de 12 heures, c'est pas possible. Bon, je peux pas faire ça. Et puis référencer tout ça, etc. Donc j'ai choisi de prendre justement les trucs les plus vendus à Noël. Et dans les années début 80, bah ça a été l'Atari 2600 largement devant, jusqu'à l'arrivée de la Famicom. Et puis l'Atari 2600 a été concurrencé et écrasé par les Game & Watch. Les Game & Watch, c'était l'équivalent d'une Game Gear ou d'une Game Boy avec un jeu malheureusement. Mais c'était hallucinant, quoi. Et vous avez vu les chiffres de vente, c'était 1 900 000, 2 millions, etc. De Game & Watch vendus dans le monde, c'était énorme. Alors qu'il y a des jeux sur Apple II, par exemple, le micro-ordinateur d'époque, ça se vendait simplement autour de 60 000 exemplaires. Alors vous me direz, oui, il y a peut-être du piratage au niveau des disquettes, et encore,
C'est pas certain qu'il y ait autant de piratage que ça au début de l'Apple II, parce que mettre en cache une disquette, fallait peut-être 2 lecteurs disquettes, je sais pas comment ça fonctionnait. Pour les gens, dont salut à toi cousin Hubert, si cousin Hubert tu as un Apple II chez toi, dis-moi si on pouvait copier les disquettes via un disque dur externe qui devait coûter 15 000 francs ou 20 000 francs à l'époque. Je crois que les premiers Apple II, au tarif, enfin, allez voir les tarifs, mais c'était extrêmement cher. Parce que les premiers IBM, c'était pas loin de 30 000 francs. Hein. Les premiers IBM où tu pouvais jouer avec 4 couleurs et pas de carte son, c'était pas loin de 35 000 francs. C'est énorme. Enfin, on s'en rend pas bien compte aujourd'hui, mais enfin, c'est... Voilà. Alors, pourquoi membre des escrocs, cousin Hubert, Vincent? Il y a un petit... il y a du chambrage, il y a un petit chambrage entre vous. Ouais. Tu cherches tout ce qui est japonais, t'achètes des jeux Xbox 360, car c'est pas cher, il y a de très bons jeux. Alors, alors de mon côté, je ne suis pas intéressé, par exemple, par la génération qui est arrivée du côté de Microsoft avant la PS3. Je suis pas intéressé du tout. La Xbox 360, voilà, c'est... En effet, c'est du rétro gaming, c'est plus commercialisé, les jeux ne sont plus vendus en neuf dans les magasins ni fabriqués, c'est du rétro gaming, on est d'accord. Mais si vous voulez, c'est pas une console qui m'attire pour plusieurs raisons. Problème en effet de processeur graphique. Faut changer très souvent en effet la pâte thermique pour enlever le Ring of Death sur la console. C'est pas une console qui m'a. Il y a des très bons jeux, hein. Il y a des très bons jeux, faut pas se mentir. Mais bon, c'est pas un truc qui m'intéresse. Même je pense qu'aujourd'hui les collectionneurs qui ont peut-être mon âge et qui ont eu la chance de connaître beaucoup de consoles étant même très jeunes, comme les consoles Pong. Moi, la première console que j'ai eue, que j'ai essayé de salon, c'est une console Pong où bah tu joues à des jeux de tennis, tu joues à des jeux de foot, de basket, mais c'est souvent la même chose, voilà. Et la vidéopack, on avait un... Mon père avait un oncle qui était commercial, qui était assez aisé à l'époque par rapport à d'autres familles, et qui avait chez lui une vidéopack Philips avec plein de jeux, dont une copie de Pac-Man avec la chenille, tout ça, c'était impressionnant pour l'époque. Quand toi tu avais une console Pong et que tu voyais la vidéopack, c'était comme si en fait tu jouais avec une Game Boy et le mec il avait une Neo Geo quoi. Non mais on peut rigoler avec ça, mais c'est un peu comme ça dans tes yeux d'enfant quand t'as 7 ans ou 6 ans, tu vois ça, tu trouves ça incroyable. Voilà. Ouais. Alors, tu as filé le tien à MO5 à l'association, t'as filé ta 360. SNK Fury, tu cherches de la PC Engine. La PC Engine, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais après voilà, l'expérience que vous avez à travers les réseaux sociaux, les achats que font les collectionneurs et ce que vous voyez en convention, même dans les magasins spécialisés, même eBay, hein, la plupart des gens en fait qui cherchent de la PC Engine, ce sont souvent des personnes qui ont déjà acquis beaucoup de choses sur d'autres systèmes et qui veulent s'aventurer sur de la PC Engine en général. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en général, les gens prennent très peu de risques en achetant en premier de la PC Engine. Ou alors, ce sont des gens qui ont connu la PC Engine étant gamin au niveau de leur première console. C'est d'ailleurs le cas de Vincent de Dragon Games et même des gens comme AHL et d'autres qui adorent la PC Engine parce que c'est une console qui les a marqués en tant que gamers dans les premières expériences de jeu. Avant la Neo Geo par exemple, voilà, parce que la Neo Geo quand ils l'ont en 91 ou qu'ils peuvent y jouer, avant ils ont joué à la PC Engine, et ça, je pense que les vrais fans de la console ont déjà beaucoup de choses dessus. Par contre, je pense qu'aujourd'hui vous allez ramasser les miettes, les collectionneurs actuels, de ce qui est disponible. Au niveau tarif, vous allez payer cher, et au niveau diversité des jeux.
ça va être compliqué pour vous de trouver des bons titres. Mais alors, l'année dernière, je sais pas si vous avez été du côté de Paris, sur Voltaire, à full set, il y avait City Hunter, il y avait des jeux comme ça, Piège de cristal, même Pop and Twin, enfin tout, il y avait Twin, il y avait, je crois que c'était Twinbee, il y avait New Zealand Story, il y avait des petits jeux comme ça, même Jackie Chan, des petits jeux, voilà, enfin qui coûtaient déjà un peu cher, entre 60 et 100 euros. Aujourd'hui, les gars, c'est le double. C'est le double. City Hunter, il est passé à 150, 180 balles en boîte. C'est extrêmement cher. Je suis extrêmement choqué, moi, de... Mais c'est parce que tout simplement, les boutiques en ont beaucoup moins qu'avant. Et maintenant, les gens qui ont acquis beaucoup de jeux sur d'autres systèmes veulent s'aventurer sur de la PC Engine. Mais c'est plus le moment, c'est terminé. Enfin, c'est pas terminé. Vous allez pouvoir trouver des jeux, mais ça va être compliqué pour vous d'avoir de la variété en vitrine, voilà. C'est pour ça que je sais pas, moi, si vous allez à la Pixel Day, est-ce que ça va être pour vous, en fait, l'occasion de trouver des choses que vous ne pensiez pas trouver ailleurs. Voilà, il y a un exemple. Il y a plein de gens aujourd'hui. Je sais pas si je vais vous le trouver dans ce bordel là, parce que j'ai quoi là. Voilà. Moi j'ai un truc là. C'est une notice d'Eliminate Down. Est-ce que ce jeu Eliminate Down, en fait, sur Mega Drive, vous allez vouloir, en fait, c'est une reproduction, hein, vous inquiétez pas. Mais est-ce que ce jeu, vous allez vouloir le récupérer en allant à la Pixel Day? Ou si vous allez préférer, voilà, acheter une repro AliExpress à 12 € avec la notice. Une belle notice, bien neuve, etc. Voilà, est-ce que... Est-ce que vous allez chercher le vrai Eliminate Down, sachant qu'aujourd'hui même Twinkle Tail, Undead Line, c'est des shoot 'em up ou des shoot pédestres comme on aime bien dire là, je déteste ce mot là, Undead Line et Twinkle Tail, je peux pas. Shoot pédestre, pour moi ça n'a jamais existé ça. Est-ce que vous allez chercher ce genre de titre aujourd'hui, sachant que ça coûte très cher? Est-ce que vous n'allez pas forcément plutôt vouloir récupérer des jeux en fait dans ces conventions, sachant qu'il y a il y a presque 50 ans de rétro gaming, les gars. Aujourd'hui, on est en 2025. Moi, je considère que c'est pratiquement 77, voire 78 ou 75 pour ceux qui ont connu les Pong, les Atari 2600, les Vectrex, les ceci, les cela, 81, 82, 83, l'Atari 2600, ColecoVision, Intellivision, Vidéopack, etc. La Odyssey, voilà, la Odyssey également. La Odyssey, c'est la première version de la Vidéopack. La Vidéopack, c'est si je me trompe pas, cousin Hubert, tu me dis, hein, mais la Vidéopack, c'est l'Odyssey 2 en fait. Après, ça va faire scandale au niveau des historiens si je me trompe, mais voilà. Alors Yordax, tu as arrêté de collectionner en 2012, t'as tout revendu à part tes consoles de cœur. Ah, les consoles de cœur, les consoles, le fameux grand mot, mes consoles de cœur. Y a des gens qui aiment bien justement parler de consoles de cœur, et ils ont pas forcément en fait de préférence. Leur console de cœur, il y en a une dizaine à chaque fois. Et par exemple, moi de mon côté, il y a des jeux en effet que j'ai adoré et que je pourrais y rejouer toute ma vie jusqu'à la mort. J'en ai un là de côté, voilà. Et Aladdin sur Mega Drive. C'est intemporel, ça, tu pourrais y rejouer toute ta vie. Même tu fais une partie de Street of Rage 2, tu vois. Tu fais une petite partie de Street of Rage 2, tu pourras y jouer pendant des années. C'est des jeux qui vieillissent pas, quoi. C'est fun, le gameplay est génial, etc. Maintenant, en effet, les gens qui n'ont pas forcément connu peut-être, on va dire, Pitfall sur Atari 2600, ils vont avoir du mal, en fait, à se dire que ils vont prendre du plaisir à jouer à ça. C'est là aussi que vous voyez un truc.
La Salut Maldred, la PC Engine te fait rêver. Ouais, mais je pense que tu vois, j'ai pas touché à côté par rapport au fait que t'as plein de gens qui ont peur de l'acheter par rapport au système des U-Card et qui ont peur de l'acheter. Je pense que Nico34, voilà, tu confirmeras. C'est une console qui est assez fragile par rapport à son âge. Et vu combien ça coûte aujourd'hui, il y a des gens, et là vous allez, les gars, vous allez acheter un lecteur CD-ROM pour faire une duo avec votre PC Engine ou votre Core Graphics, vous allez voir qu'il va falloir changer des choses au niveau du lecteur CD. Il y a plein de réparateurs qui le savent. Pour ceux qui touchent un peu à la réparation de consoles, euh, d'ailleurs, voilà, moi je racontais à Nico34 que je réparais les Famicom Disc et j'arrivais voilà, à la remettre en fonction et les régler également au niveau de la lecture, parce que c'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde. C'est un peu comme quand voilà, vous voulez ouvrir un coffre-fort, il y a un petit cliquetis. Il faut avoir l'oreille en fait pour reconnaître à quel moment en fait il faut s'arrêter de régler les petits écrous. Il y a deux écrous différents, deux courroies différentes, c'est pas forcément évident. Mais bon, si vous voulez en fait, il y a beaucoup de gens en fait rêvent d'avoir une console parce qu'ils ont peur d'investir là-dedans. Et ça je peux comprendre tout à fait parce qu'on est en 2025 les gars. Est-ce que ça aurait pas été mieux de commencer à collectionner cette console-là en 2004? Voilà, vous auriez eu moins de problèmes. Après, la console de 2004 que vous auriez gardée aujourd'hui, en 2025, elle aurait eu peut-être autant de problèmes que les autres. Voilà. Salut New Tech City, salut à toi. Puis bonne année à toi, merci, ouais. Fly, tu dis autant prendre un billet pour Tokyo que d'acheter Eliminate Down, Twinkle Tail et puis Undead Line. Ouais, bah ouais, là ça te fait, je crois que il y a 1500 euros facile. Il y a 1500 balles, voire 1600. Ouais, encore, je suis gentil par rapport au commerce parce que je crois que même, vous savez, le Twinkle Tail est là à 800 maintenant. C'est déjà la moitié. Undead Line, je crois qu'il est autour de 700. Donc on est presque à 2000 euros, on est presque à 2000 balles. Autant aller au Japon, faire un voyage et ne pas pour acheter des jeux, hein. Faites un voyage pour vous faire plaisir, en effet, voilà, voyager. Ne prenez pas les compagnies coréennes, vous avez vu comment ça se passe, on finit dans un mur, malheureusement. Ça c'est dingue cette histoire-là, parce que moi qui suis passionné d'aéronautique, voir un pilote qui atterrit au milieu de la piste sans sortir les roues, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi j'ai pas de mots en fait, je sais pas, enfin bon. Mais heureusement, il y a un truc qui est intéressant les gars, c'est que nous on parle de rétro gaming, on parle de jeux vidéo, et parfois on débunk des choses, on interviewe des gens du métier, on vous a parlé des coulisses de République au niveau des caisses noires, on vous a parlé des arrangements entre les distributeurs, etc. Ce qui est intéressant, c'est que même dans d'autres milieux comme le cinéma, l'aéronautique ou la politique, etc., vous avez des youtubeurs qui sont indépendants sur Internet qui peuvent vous raconter des choses que les médias de masse, comme la presse écrite et puis la presse spécialisée visuelle, BFM, etc., ne vous racontent pas. Je sais pas si vous... Alors là, bien sûr, là, je vous préviens les gars, bientôt vous allez avoir un documentaire sur BFM TV où on va vous dire le rétro gaming est en hype chez les quinquagénaires. Et tous les ans, ils nous font un documentaire où ils vous parlent du rétro gaming en vous disant que bah ça coûte cher et GoldenEye est parti à 9000 euros dans une vente et ceci, cela. Ils vont interviewer qui? Bah Carole Quinten et puis... un blédard dans le 69 qui a une grange avec plein de jeux et des bornes d'arcade, c'est toujours pareil. Et en fait, on vous met des clichés, et en fait, ce que nous on raconte sur YouTube, que personne d'autre ne peut raconter, bah, c'est un accès en fait à l'information que nous on vous donne à travers des interviews et des témoignages de gens qui ont travaillé à l'époque, que les médias ne vous donnent plus. Et moi je suis content de voir qu'il y a d'anciens pilotes, également des instructeurs pilotes qui vous parlent justement des accidents au niveau de l'aéronautique avant que les médias, et d'ailleurs les médias de masse, voilà, s'imprègnent en fait de ce que
les youtubeurs et les indépendants racontent pour, voilà, combler leur manque de professionnalisme à la télé, quoi. Mais j'espère qu'un jour, voilà, on aura. Récemment, je sais pas ce que vous avez, je sais pas si vous êtes abonné à la chaîne Game One, en fait, les gars, la chaîne Game One sur Facebook, on reparle de jeux vidéo, mais est-ce que vous êtes abonné à la chaîne Game One sur Facebook ou sur je vois de plus en plus en fait des gens en fait s'exciter, faire des jeux, faire des concours, etc. Et ils parlent plus d'informations. Moi j'adorais Gamecult pour ça. J'adorais également le côté journalistique de Canard PC. J'adorais l'information en fait que ces chaînes montraient, mais aujourd'hui c'est vrai que pour faire des vues, pour attirer des jeunes, il faut faire du cinéma, il faut se déguiser, il faut faire des jeux, c'est Interville. On fait manger des gâteaux, on fait gagner des jeux, on fait je sais pas. C'est Game One, je sais pas à quoi vous jouez les gars, ce qui se passe. Et puis voilà, malheureusement, il y a un manque de précision dans l'information. Je sais pas, peut-être faut se renouveler au niveau des personnes, voilà, je sais pas. Le seul jeu que connaît Carole Quinten, c'est Resident Evil. C'est Salut Rick Vidal. Ouais, tu sais, c'est. Après, le problème, c'est que ces gens, en fait, parlent de choses qu'on leur demande de parler, en fait. On leur demande, c'est des opérations financières, donc ils n'ont pas forcément plus envie de parler du produit, parfois non plus, donc ils vont raconter des clichés pour que le jeu se vende, tout simplement. Hein. C'est un peu ça l'idée, hein. C'est des influenceurs, ils sont payés pour. Hein. Euh, alors, SNK Fury, tu dis, maintenant, tu cherches des titres communs, il y a moyen d'en trouver des sympas. Sur la PC Engine, tu parlais? Ouais, bah Nico34, tu donnes un très bon conseil. Il faut acheter en fait une PC Engine qui a été remise en état par un professionnel comme toi ou comme FF6man qui remet des Super NES des fois en état. Par exemple, enfin, non, c'est pas forcément un bon exemple parce que, mais elle a été, j'ai racheté une Super NES US récemment. Et la console avait été restaurée. Elle était nickel de chez nickel, les condensateurs avaient été changés, etc. Et je suis très content d'avoir récupéré une Super NES US parce que j'ai enfin les trois consoles de chaque continent, Europe, États-Unis et Asie. Et j'ai pu en fait compléter en fait ces consoles-là dans ma collection, alors que la première Super NES que j'ai eue de toute ma vie à l'époque c'était déjà une Super NES US, et c'est celle que j'ai mis le plus de temps à récupérer parce que malheureusement le mode 7 était très souvent HS sur ces consoles-là, et j'ai pu en récupérer une venant d'un mec qui a restauré déjà les autres composants, donc ça c'est un plus. T'as raison Nico34 d'en parler. Il vaut mieux acheter aujourd'hui une PC Engine, même récemment, voilà, moi je vous dis, j'ai une PC Engine que j'avais réparée au niveau du circuit alimentation, j'avais refait les pistes, j'avais également fait une jonction pour que la prise alim ne soit plus une source de casse des circuits imprimés, oui. Et puis enfin si vous voulez, j'avais fait d'autres choses à côté avec des condos, etc. Et la console elle est restaurée, elle est parfaite. Et je veux dire, vous pourrez y jouer pendant un peu plus longtemps que prévu. C'est mieux d'acheter une console qui a été restaurée. Après, de là, acheter une Game Gear, les gars, où on a mis un écran LED, où on a changé le son, les haut-parleurs, etc. C'est plus une Game Gear, au final, c'est un Ambernic. Voilà, je sais pas. Alors Vincent98, tu regardes Game One sur Molotov parfois, j'ai du mal avec le présentateur de Game One. Ouais. C'est dommage parce qu'il faisait vraiment de l'information. Moi j'aimerais bien savoir, vous avez des nouvelles de Chocapic, Pouillot et les autres qu'il y avait sur Gamecult? Parce que moi franchement, je ratais aucune de leurs émissions. Je crois que c'était tous les lundis ou tous les jeudis, je sais plus quel jour c'était. Je ratais jamais leur émission. C'est-à-dire que je prenais 1 heure ou 1 heure et demie pour me poser et regarder l'émission quand ça passait Gamecult, où ils étaient assis en train de discuter, parler, etc. Après, c'est vieux ce que je vous raconte, hein, mais c'était hyper intéressant ce qu'ils racontaient. Il n'y avait pas de cinéma, on n'était pas là en train de faire des jeux d'Interville et de raconter je sais pas quoi.
Enfin, c'est dommage, quoi. C'est dommage. L'information se perd. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, Nico34, je sais pas si t'avais écouté une émission que j'avais faite il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 3 mois en été, où je parlais justement de l'âge en fait des animateurs qui parlaient de jeux vidéo dans ces émissions. Il faudrait mélanger des très jeunes qui vont te donner un avis sur le jeu ou la console par rapport à aujourd'hui, et un ancien, mais qui est calé en fait. Un ancien qui est vraiment calé comme AHL. Alors bien sûr, AHL, voilà, maintenant il a fait son temps, etc. Mais il faudra un mec aussi calé que lui, qui soit capable d'avoir une émission hebdomadaire ou mensuelle, où on te parle en fait du produit, mais avec des vraies infos. Parce que, encore une fois, enfin bon, on va pas revenir dessus, mais parfois les dates ne sont pas correctes au niveau de l'expérience de jeu d'une console. Combien de fois j'ai entendu des gens dire qu'ils avaient eu une Neo Geo en 90? C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Au Japon, elle est à la location. De quoi vous me parlez? Non, vous avez pas joué. Vous avez pas eu de Neo Geo chez vous en 90. Jamais. Enfin, il y a des petits trucs comme ça. C'est comme si, je sais pas moi, la Game Boy, vous l'aviez eu un an avant qu'elle sorte en Europe. Je crois que c'est septembre 90 en Europe. On avait regardé les dates dans un live. Vous l'avez pas eu en été 90, la Game Boy. Quand vous faites... Si moi, youtubeur, je me trompe sur une date, c'est pas grave. On s'en fiche. Là, c'est de l'information. Les gens sont payés pour faire ça. C'est leur métier. Voilà. Enfin bon, c'est pas... Euh, Voilà. Alors, avec une console, sans connaître son histoire, ça peut être compliqué si on bricole pas un peu. C'est vrai, Nico34. Après, ce qui est bien souvent dans les consoles, on a les mêmes systèmes analogiques dans les années 80. Tu vas de la Master System, la PC Engine, la NES, euh, la Mega Drive, oui, et la Super Nintendo, ça commence un peu à changer, je trouve, au niveau structure de la carte mère, c'est un peu plus différent par rapport à ce qui s'est fait dans les années 80. Mais quand tu ouvres une Master System, tu vois quand même que les composants, c'est une autre histoire, c'est une autre époque. On est plus dans la période Commodore 64, Amstrad CPC. C'est des condos et des composants qui ont été pressés en usine, collés à la plaque, etc. Ça, comme on avait raconté dans l'émission, faut laisser parfois les tiges qui ont été mises sur la carte principale, carte mère de la console, du micro-ordinateur, pour faire les réparations et ressouder quelque chose par-dessus, en fait. Voilà. Euh, vous disiez, il présente une émission sur YouTube maintenant, c'est Pouillot ou Chocapic, je sais plus. Vincent98, tu dis, c'est quoi un ancien pour toi niveau âge? Bah, un ancien, le mec parfait, les gars, niveau âge. Mais j'ai interviewé Thomas de la franchise Stock Games, c'est parfait. Le gars, en fait, il a connu toute l'évolution du jeu vidéo en étant conscient de à quoi il jouait étant gamin. À partir de l'âge de 15 ans, 16 ans, il jouait à l'Amstrad CPC, etc. Il a connu la Vectrex, l'Atari 2600, tout ça. Il a été con. Moi, j'ai pas été. J'ai pratiquement 10 ans de moins que lui. Donc, si vous voulez, il a quand même plus d'expérience déjà par rapport à son métier, en effet. Mais au niveau du vécu des consoles, c'est incomparable. Un mec aujourd'hui qui a baigné en fait dans le monde du jeu vidéo depuis 1980, en ayant déjà 14-15 ans, bah, tu peux pas concurrencer. C'est impossible de concurrencer ce genre de gars. C'est impossible. Parce que ces personnes-là, en fait, ont vécu le produit, la sortie, l'expérience de jeu, etc. Ils pourront largement mieux t'en parler que n'importe qui a 30 ans aujourd'hui. Moi, quand je veux pas être méchant ni vulgaire avec ces personnes-là, mais quand je vois des gens, en fait, qui ont 30 ans et qui s'amusent, en fait, à essayer d'inventer des capacités techniques à des consoles ou une histoire de gameplay sur des jeux
qui n'ont même pas eu entre les mains il y a pas moins de 10 ans, quoi. Enfin, alors qu'ils parlent d'une console sortie il y a 35 ans. C'est difficile, en fait. C'est difficile, en fait, de faire confiance à ces personnes-là quand ils en parlent. Tu peux avoir un fantasme, une idée par rapport à ce qu'ils vont te raconter, comme les gens qui adorent la PC Engine. Il y a des gens qui adorent la PC Engine, mais ça reste un fantasme pour eux parce qu'ils n'ont pas mis les mains dessus, ils n'y ont pas joué. Moi c'est pareil, quand j'étais gamin, Street of Rage, avant que j'ai la console chez moi, je crois que j'avais essayé de me remémorer dans une émission, je crois que c'était un peu avant l'été 92. Je crois que c'était ça ou 80, je sais plus. Ouais, c'était avril 92, je crois. Je crois que c'est en avril 92 que je l'ai. Quand j'ai Street of Rage, en fait, la première fois que j'y joue, j'avais beau avoir vu des photos dans des magazines, tout ce qu'on m'avait raconté sur le jeu, pour moi, c'était pas du tout ce que j'ai ressenti quand j'ai eu le jeu. C'était largement mieux, c'était exceptionnel. Mais ça appartient à chacun, en fait. Mais transmettre ça, voilà, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, sur YouTube, qui ont vécu le jeu vidéo par procuration à travers les magazines, parce qu'ils n'ont pas eu les consoles, ils ont une expérience différente. Et ils vont vous raconter ce qu'ils ont vu chez Player One, chez Console Plus, chez Joypad. Et aujourd'hui, ils vont vous dire, oui, j'ai le jeu, donc je sais de quoi je parle. Mais ils vont toujours raconter ce qu'ils ont vécu étant gamin à travers des photos ou des tests. Et vous verrez, hein, essayez d'écouter ce que racontent les gens qui ont entre 35 et 40 ans. Vous allez voir, la plupart des gens en fait vont vous raconter justement leur expérience étant gamin quand ils ont joué chez un copain ou chez le frère qui était plus grand, qui avait la console, etc. Et aujourd'hui en fait, quand ils parlent du jeu et qu'ils disent qu'ils l'ont, ils vous parlent que du prix. Voilà. Ou alors ils vous disent je l'ai terminé en une vie. Ben, c'est bien, mais t'as quel âge aujourd'hui? T'as 40 ans, 45 ans, t'as fini le jeu en une vie. Essaye de te rappeler quand tu avais 11 ans ou 15 ans, si t'étais capable de terminer ce jeu en une vie. Essaye. Il y a aucun mérite à terminer un jeu en une vie à 40 ans. Avec tous les jeux que t'as fait dans ta vie, il n'y a aucun mérite. Faut savoir de quoi on parle et comparer ce qui est comparable. Je veux dire, c'est comme si vous jouez au foot avec un gamin qui a 10 ans et vous avez déjà 30 ans, vous allez lui mettre la misère. Le gamin qui a 10 ans, il va être complètement largué sur le terrain de foot, il n'aura pas l'expérience tactique, il n'aura pas la puissance de frappe, etc. Vous, en tant que gamer de 40 ans, avec tous les jeux auxquels vous avez joué, vous allez exploser un gamin qui prend la manette pour la première fois ou qui joue à la console depuis simplement un an. Enfin, donc tout ça, c'est de la logique, mais c'est une réflexion qu'en fait que vous devez avoir quand vous écoutez quelqu'un parler. Alors, il n'y a pas plus bête qu'un fan de Resident Evil. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Cédric Vidal, avec Resident Evil? T'aimes pas Resident Evil, hein? La Neo Geo est vraiment sortie en 90 en France, mais en faible. Ah, mais Dumont, Tony, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais prouve-le-moi. Prouve-le-moi. Elle est jamais sortie en 90. Elle est en location. Elle est pas à la vente. Ah oui, toi tu dis sortie. Tu dis sortie. Oui, d'accord, à la location. Moi je te parle des gens en fait. Et je fais mon mea culpa. Moi je te parle des gens en fait, si tu veux, qui ont dit qu'ils l'avaient acheté en 90 et qu'ils l'avaient chez eux. Tu vois, moi je te parle de ça en fait. C'est toute la différence. Attention, voilà. Attention, hein. Tu te sens vieux. Ouais, non, mais en fait, je pense que c'est une qualité pour parler rétro, c'est une qualité, plus t'es âgé, mieux c'est, bien sûr. Alors attention, il y a des jeunes, hein, ils sont extrêmement calés, ils ont envie d'apprendre, etc. Voilà. Et en effet, t'as raison, SNK Fury, tu peux inventer également ton passé. Qui va vérifier que c'est vrai? Après, si tu sais parler et que si tu sais en effet raconter des histoires, il y a des gens qui sont des grands conteurs, hein, tu sais. Hein.
La petite boutique de la rue de Malte qui fait le coin, quel souvenir, ouais. De la PC Engine, de la Néo sur des 16 neuvième Philips. Oui, la rue de Malte derrière le boulevard Voltaire, pour ceux qui savent. Pourquoi en fait les gens allaient rue de Malte? Eh bien c'est parce que le loyer était moins cher. Vous aviez un local qui n'était pas, pardon, sur la rue principale, mais le loyer était moins cher. Donc en fait, toutes les boutiques indées au début étaient rue de Malte. Bon, ensuite, voilà, le fait que tu fasses fortune, tu peux te déplacer du côté du boulevard Voltaire, hein, voilà. Euh, voilà. Alors ça, tu peux pas l'inventer. Oui, tu peux. Oui, c'est vrai que tu peux pas l'inventer non plus quand tu racontes des choses que t'as vécues, voilà, en famille, avec des amis, etc., hein. Alors, en 94, tu avais la Super NES et tu allais chez ton pote qui avait l'AES. Ouais, bah ouais. C'est ça aussi, c'est que la plupart du temps, en fait, tu pouvais avoir accès à d'autres consoles grâce à des amis d'amis, des copains du sport, de l'école, des grands... Après, sincèrement, les parents, moi je me souviens des parents qui avaient un micro-ordinateur quand nous on était gamins et qu'on allait jouer voilà, chez le copain. Les parents nous laissaient pas jouer à l'ordinateur, hein. Ah, il fallait faire des sacrifices ou que les planètes soient alignées pour que le mec, il te mette l'ordinateur en marche et il te dise, tiens, tu vois, ça c'est Load Runner, ça c'est Ghostbusters sur Amstrad, ça c'est Prince of Persia, regarde, c'est Commando, voilà, machin. Moi, j'ai jamais, enfin, j'avais un copain qui avait un Amstrad CPC monochrome, l'écran vert, et on allait jouer, je crois, tous les mercredis quand j'étais à l'école primaire en CM2. Il m'invitait chez lui pour jouer à l'Amstrad CPC en monochrome. On avait joué à Green Beret, Commando, il y avait Saboteur, c'est Saboteur, je crois qu'il s'appelait. On jouait à tous ces petits jeux, voilà. Et grâce à lui, j'ai vu l'Amstrad CPC, j'y ai joué, etc. Mais j'ai pas, ça m'a pas donné envie de l'acheter, hein. 5000 francs à l'époque, l'ordinateur, avec le moniteur monochrome, voilà quoi. Voilà, voilà. Ouais, c'était, bah oui, oui, c'est pour ça, Dumont Anthony, en effet, si tu veux, les faits historiques de la vente, avec les personnes que j'ai interviewées, avec qui j'ai parlé, eux étaient en activité en 90, certains. Donc, si tu veux, voilà, ils se rappellent des dates, ils ont vu les choses mieux que nous. Parce que nous, on a ce regard d'enfant, si tu veux, à l'âge de 11 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans. C'est un peu flou parfois au niveau des dates. Eux, ils se rappellent quand ils ont reçu les colis et quand ils les ont vendus, tout simplement. Pardon. C'était le moment éternuement. Euh, Alors, on pouvait. Alors déjà, tu vois, j'ai une colle à te poser, tu vois. Du Mont Anthony, quel jeu tu pouvais acheter en 90 sur la Neo Geo? Donc tu aurais la console, mais tu as quel jeu en fait? Voilà. Euh, alors, Games All, tu dis. Non, Games All, ça n'existait pas en 90, non. T'avais 13 ans, salut Spartacus, tu avais 13 ans en 90, donc je sais que la plupart n'avaient pas de jeux japonais, il y avait des jeux français, enfin européens, mais ils font style qu'ils ont tous grandi avec. Ouais, ah c'est ça, mais c'est un... Si tu veux, je pense que t'as des gens qui ont besoin de justifier la raison pour laquelle ils parlent d'une console sur un réseau social. C'est-à-dire que s'ils arrivent et qu'ils disent pas qu'ils ont eu la Neo Geo à la sortie ou avant tout le monde, il y a un complexe d'infériorité qui s'installe tout de suite en fait vis-à-vis de leur audience. Parce que dans leur audience, il va y avoir un gars qui va arriver, qui a eu la Neo Geo au moment où elle est arrivée la première fois dans les boutiques indé comme Shoot Again. Et il va se sentir mal, donc il a besoin tout de suite d'affirmer qu'il l'a eu, mais quand tu vois les dates, quand tu vois les jeux dont il parle, comme d'ailleurs, je fais un petit coucou à Dorian Adéphalt,
qui m'ont fait rigoler avec ça. Ils ont demandé à des personnes justement bah, quel jeu t'avais en 90 sur Neo Geo. Le mec il a bugué, il a pas su quoi répondre. Et ça encore une fois c'est une personne voilà, qui se prétend grand connaisseur on connaît voilà. Merci pour. Non mais là j'hésitais entre tousser et éternuer et finalement j'ai éternoussé. Voilà. En 94, ton pote avait Fatal Fury 2 et Art of Fighting, tu penses, ouais. Ouais, le baseball, le jeu de baseball, bien Anthony. Non mais moi je te crois Anthony par rapport à ce que tu dis parce que je pense que tu sais de quoi tu parles. Et en effet, je te confirme, même les jeux en location, ouais, c'était à peu près ça. C'est comme la Neo Geo CD, c'est compliqué aussi parce que quand tu regardes les jeux qui arrivent au tout début de la Neo Geo CD, c'est pas les jeux dont on pense en fait, comme Last Resort et d'autres titres en fait, ils arrivent pas tout de suite en fait. Il y a un petit décalage par rapport à la sortie. Les gens pensent avoir tout connu mais n'ont rien vécu en temps et en heure. Après, attention, salut Landers. Attention, c'est pas un mal, hein, c'est pas un mal, mais moi je vous dis, voilà, par rapport à toutes les personnes à qui j'ai pu parler pendant des années et que j'ai pu rencontrer ou écouter, même sur des réseaux sociaux, à la télé, lire dans les magazines, je pense que plus en effet t'es ancien et plus t'as grandi avec des machines, plus t'as de chances en fait de mieux connaître le système. Maintenant, si tu joues bêtement à des consoles sans comprendre ce que tu fais, bon là c'est un autre souci en effet. Mais les personnes en fait qui ont vécu le plus de choses sont les plus à même de parler d'une histoire ou d'un milieu, voilà, tout simplement, ou d'un thème particulier. Les gens qui n'ont joué qu'à, par exemple, des shoot'em up ou que des jeux de plateforme ou des RPG, moi je sais que les RPG, je vais laisser ça à des gens justement qui adorent le RPG, je vais les laisser en parler. Je vais pas m'immiscer dedans en disant moi j'ai eu Final Fantasy VII avant tout le monde, avant la sortie à République. Et pourtant je l'ai eu 2 semaines avant. Je l'ai eu 2 semaines avant qu'il sorte à République, mais c'est pas pour ça que je suis quelqu'un de plus compétent dans le RPG par rapport à d'autres personnes qui ont terminé le jeu 2 ou 3 fois en version Jap, américaine, et qui ont complété tous les mondes, reçu plein d'items, trouvé les trésors. C'est pas parce que tu as eu le jeu avant tout le monde, ou la console avant tout le monde, que tu sais mieux en parler. C'est ça toute l'escroquerie et l'imposture en fait de certaines personnes. Voilà, et pourtant, moi j'ai eu, grâce à mes relations, 2 semaines avant, voire même avant que le jeu soit mis en vitrine, j'avais les trucs pour les graver, ou j'avais les choses avant qu'ils sortent en fait du camion. Enfin bon, non mais faut dire ce qui est, voilà. Un jour on fera une émission les gars sur le piratage, les CD gravés, on fera une émission. Je vais essayer de réfléchir à comment on va présenter ça. Mais c'est pas parce que j'ai eu les choses avant que je sais mieux en parler, c'est pas vrai. Voilà. Alors, la Néo plus un jeu, c'était 4000 francs et 1700 francs. Tu l'as vu en magasin à l'époque, impayable pour tes parents. Bah, déjà, je pense que si tu demandes à tes parents, quand t'as 13 ans, d'acheter une console à 4000 francs, ils vont te regarder en te disant, tu sais mon fils, combien je gagne par mois? Je gagne 8000 francs par mois. Tu penses que je vais mettre la moitié de mon salaire, on va pas manger pendant un mois, on va rien manger. Je vais payer l'essence, je vais payer le loyer de la maison, on va rien manger, je vais t'acheter une Neo Geo, mon fils. Non, ça n'existe pas. Enfin, bon, c'était une console pour les adultes, voilà, pour les gens qui allaient dans les salles d'arcade. C'était une console également pour les gens qui avaient un salaire aisé, qui jouaient pas forcément aux jeux vidéo, mais simplement pour pavaner entre amis, pour les... Il y avait des gens qui avaient des Amiga, des Atari ST, qui avaient déjà payé ça cher. Et t'avais d'autres, en fait, une autre communauté de personnes qui voulaient s'approprier le jeu d'arcade à la maison. Et SNK a fait ça très bien pour ces gens-là qui voulaient le faire. Vous regardez les chiffres de vente de la Neo Geo en France au tout début, c'est catastrophique. Mais SNK n'a jamais valorisé, en fait, sa compagnie à travers la vente des consoles. Leur vitrine à SNK, c'était quoi? C'était les salles d'arcade.
Et la console, c'est accessoire, voilà, c'est pour les gens qui sont fans de leur salle d'arcade et qui veulent un univers parallèle. Au tout début, c'est ça, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas forcément de fantasme pour les enfants de l'époque, parce que les enfants n'ont pas accès aux salles d'arcade. Les gamins ne vont pas dans les salles d'arcade en 90, 91, 89. Ils sont accompagnés par des adultes, ou alors ils vont dans les fêtes foraines, mais ils jouent souvent aux mêmes jeux qui sont disponibles. Parce que dans les fêtes foraines, il faut savoir que les forains rachetaient en fait des bornes d'arcade qui n'étaient plus comment dire, en activité au niveau de l'actualité, et ils n'avaient pas cette redevance à payer aux locataires, aux possesseurs de la borne d'arcade, comme dans les bars. Parce que les bars et les salles d'arcade à l'époque payaient une redevance aux distributeurs pour louer la borne d'arcade. C'était extrêmement cher. Les forains rachetaient en fait ces bornes qui avaient déjà 5 ans ou 6 ans ou 10 ans. Et en effet, on jouait à des anciens jeux dans les fêtes foraines. Il y avait toujours des décalages énormissimes par rapport à l'actualité. Par exemple, je vous dis un exemple, en 92, vous jouiez à quoi à votre avis dans les fêtes foraines? Vous voulez que je vous fasse rêver ou pas? Ghost and Goblins, Rampage, Opération Wolf. Si tu voulais jouer à Virtua Racing en 93 ou 92 dans une salle d'arcade, fallait aller dans les vraies salles d'arcade. Les fêtes foraines, ils n'avaient pas ça. Hein. Enfin bon, moi je vous parle d'une époque que j'ai vue et que j'ai vécue. Voilà, j'ai pas lu dans les magazines ce qui s'est passé. Enfin bref. Nico34, tu joues à Street Fighter 03 et Ultimate Mortal Kombat 3. Quelle belle époque, ouais. Bah, Mortal Kombat 3, quand tu sais que Midway avait fait en sorte que ta durée de vie de ton personnage quand tu mettais une pièce était entre 10 et 20 secondes, on n'était pas fou. Hein. Je mettais pas 10 francs à l'époque. 10 francs pour moi, c'était une unité pour plus tard acheter un vrai jeu en fait sur Super Nintendo. Donc je mettais pas 10 francs en fait dans une borne d'arcade pour jouer 10 secondes. Voilà. Du moment que je pouvais jouer à Fatal Fury et Samurai Shodown, pendant les vacances, ça suffisait à mon envie de Neo Geo. Ouais, c'était vraiment exceptionnel. Voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Cousin Hubert, de toute façon, on connaît l'histoire avec Guillemot et Sodipeng. Maintenant, il y a des documents, il y a plein de documents qui sont référencés, qui vous parlent de cette époque, c'est très bien. Pendant quelques années, c'était assez difficile de s'informer sur tout ça. Moi d'ailleurs, je suis tombé sur, je crois que c'est une chaîne, c'est Origami, un truc comme ça. C'est une très bonne chaîne, je trouve, sur le... si je me trompe de nom, dites-moi, je suis désolé, mais c'est une très bonne chaîne, je trouve, où justement il y a des débats façon Game Cult des années 80. Enfin, où il parle des années 80 et 90. C'est très bien, j'aime bien. Ouais. Salut Colonel Harry, ouais, bonne année à toi. Salut Frank Kaufman. Je regarde si j'avais pas raté 2-3 messages, les gars. Ah ouais, t'es allé dans les salles d'arcade Vincent 98, disparu rue de Saint-Denis. C'est une très belle époque, ça. C'est une très très belle époque. Pour tout ce qui est japonais, toute console confondue et jeu. Tu parlais de ça, Spartacus, ouais. Oui, mais t'as raison, Frank Kaufman, parce que je racontais ça dans une émission précédente, c'est que moi j'avais un pote avec qui j'allais au café quand on était au lycée manger. Tous les midis, on allait manger au café, acheter un sandwich, parfois on allait à la cantine, mais bon, au lycée, bon, voilà, c'était... Et donc, ou même des fois on allait à la cantine au lycée manger, et on allait au café après, voilà. Et on jouait à Street Fighter 2, qui était une borne qui était dans le bar d'à côté, là. Enfin, c'était un café. Et puis, quand il est sorti sur Super Nintendo, le Street Fighter 2, pour je sais plus exactement là, c'est autour de Noël 92, il arrive je sais pas exactement la date, hein, excusez-moi pour la date, mais déjà, voilà, en 92, depuis l'été 92, on jouait sur la borne, et on n'avait pas vu le jeu encore sur Super Nintendo, et quand mon pote a acheté il a acheté une Super Nintendo exprès
pour avoir Street Fighter 2 chez lui à Noël, si mes souvenirs me trompent pas, voilà, pour les dates, il m'a dit, c'est pas comme sur la borne. Il y a un problème de framerate, il y a un problème de hitbox. Il m'a dit, c'est pas pareil, j'aime pas. Il m'a dit, j'aime pas. Il a revendu sa Super Nintendo au bout de 6 mois. Il l'a revendu. Il avait acheté Star Wing, il a gardé 6 mois. Ouais, enfin un truc comme ça. 6 mois, un an, peut-être j'exagère. Peut-être qu'il a gardé un an, voilà, je sais plus exactement. Mais il avait acheté les tout derniers jeux qu'il avait achetés, c'était Star Wing, et donc il a peut-être gardé 2 ans en fait, ouais. Il a pas... Mais voilà, dans mes souvenirs, voilà, je vous parle de ça les gars, j'avais 15 ans, ou voilà, c'est vieux quoi, c'est vieux. Voilà. En effet, le pack, tu gagnais en fait au niveau argent si tu prenais le pack avec Street Fighter 2, ouais. Mais après, t'avais le jeu en PAL, t'avais le jeu en 50 Hz. Ouah, bah. Ouais. Ah oui, mais c'est ça, je me suis pas trompé de nom. C'est parce que c'est ça l'émission Cédric Vital que j'ai regardé. C'est l'émission Saturn contre PlayStation, ouais. Et c'était très bien. Ça, c'est des gars, en fait, ouais, j'ai pas tout regardé après, j'ai regardé 45 minutes, je crois, l'émission dure un peu plus longtemps, je vais regarder le début, j'ai raté le début, mais ça, c'est des gars, franchement, allez-y les gars, c'est du pain béni pour l'information, c'est génial. Au lieu de regarder des mecs ouvrir des boîtes et dire qu'ils ont payé 500 euros Secret of Mana, c'est... Enfin, il en faut pour tout le monde, hein, vous me direz, hein, mais bon... tu l'avais vu à Mammouth en boîte à 800 francs. C'est vrai en plus, c'est vrai. Il coûtait extrêmement cher. Quand vous alliez pas en fait dans les supermarchés Carrefour ou Continent, qui parfois étaient affiliés à Nintendo, vous alliez payer les jeux extrêmement cher. Extrêmement cher. Il faudrait que... Je crois il est par là, là. Je sais pas si je peux vous montrer. Je vais vous montrer un truc, les gars. Donc on était l'autre fois là sur. Vous vous rappelez, on avait fait une émission sur les tickets de caisse pour rigoler. Hein. J'avais acheté un jeu d'occasion à un moment donné. Qui venait de chez Continent. Magasin Continent en fait. Carrefour a racheté Continent à un moment donné. Donc il y a eu en effet le rachat de cette comment dire, de cette chaîne de distribution. Et avant il y avait Continent. Vous avez connu Continent, c'était vraiment très bien Continent. Franchement moi je préférais. Et en fait, moi j'ai récupéré un jeu d'occasion, les gars, c'était Buck Rogers, vendu chez Continent en version Genesis. Donc comme quoi, voilà, aujourd'hui il y a des gens, ils vont vous dire sur leur chaîne, non mais c'est pas vrai, il n'y a jamais eu de jeu Genesis vendu en France au début de la Mega Drive, c'est pas vrai, ça existe pas, ils racontent des bêtises. Ouais, calme-toi, calme-toi. Donc là on est les gars sur un achat du côté de Continent. Vous voyez le prix ou pas là? Voilà. 530 francs. 530 francs vendus. Un jeu en import chez Continent. C'est l'ancêtre de Carrefour, pour ceux qui ont connu. Acheté, il y a une date ou pas là? 31 mars 92. Voilà. À 20h18, avant la fermeture, donc le gars s'est dit, attends, le magasin va fermer, vite, faut aller acheter Buck Rogers sur Genesis. J'adore. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs parce que je sais pas si vous avez connu ça, mais les sorties par exemple de Tomb Raider sur PS1, trouver Tomb Raider le jour de la sortie sur PS1, quand il arrive, c'était un challenge. Challenge, hein, parce que les boutiques étaient mal distribuées. On avait dû aller dans un Hyper U, je sais pas où, le chercher. C'était un challenge. Mais voilà, je sais plus pourquoi je vous parlais de Buck Rogers, mais Buck Rogers, oui, voilà, 800 francs le Street Fighter 2, Buck Rogers,
Mega Drive, 530 francs. Et plus tard, en effet, on a eu Virtua Racing à 600 francs. Voilà, 589 francs, je crois, dans les... J'ai re-regardé les prix au tout début, c'était extrêmement cher. Les jouets club, la récré, la Fnac, 589 francs le jeu, super cher. Alors, tu me demandes... Alors, attends, je vais revenir juste un peu en avant. Mortal Kombat 2 Super NES, exceptionnel, ouais. Je suis d'accord avec toi, elle était vraiment géniale. C'était la claque à l'époque. Tu as connu le Nintendo Tour? Non, j'ai pas connu. Je m'intéressais pas. Moi, j'étais fan. J'étais fan de Sega, de la Mega Drive, de la Master System. J'ai eu la Game Boy. Pas longtemps parce que je l'ai revendue. Non, j'ai pas connu le Nintendo Tour. J'aimais pas trop Nintendo, hein. Sincèrement, je te dis, je préférais les micro-ordinateurs à l'époque. Je préférais l'Atari ST, je préférais le Commodore 64, la Master System. Je trouvais les jeux beaucoup plus adultes. Moi, ça m'intéressait pas de jouer avec Mario Bros. Je te dis la vérité, mais en fait, moi, je préférais, par exemple, Blade of Steel, le jeu de hockey sur glace. Je préférais les simulations de vol, J'avais Grand Prix sur Atari ST, un jeu de Formule 1 exceptionnel. C'était la première fois, les gars, qu'on avait le Grand Prix de Monaco refait de A à Z en 3D. Grand Prix de Microprose, exceptionnel ce jeu. Sur Atari ST Amiga, incroyable. Il y avait Fighter Bomber sur Atari C64, simulation de vol incroyable pour l'époque. Il y avait le jeu Epic sur Atari ST, incroyable aussi. Enfin, je veux dire, les consoles de jeu, quand tu voyais Zelda, Mario Bros, t'avais pas envie de jouer à ça, à moins que t'aies commencé, en fait, par avoir ce système-là. Mais quand t'avais les micro-ordinateurs à l'époque, tu jouais pas à ça. Dumont Anthony, tu as retrouvé sur YouTube la dernière émission, il parle de la Neo Geo, de la flambée des prix, et il s'appuie sur la presse jeux vidéo. Bah, tu sais, le problème aussi qu'il y a, c'est que la presse jeux vidéo, à l'époque, faisait des erreurs. C'est un peu ça aussi le problème. C'est que t'as également des distributeurs qui vont t'annoncer que la console va être disponible et vendue au mois de... Je te dis n'importe quoi, mais que la console va être vendue au mois de mai, sauf que la console, elle arrive au mois de décembre, par exemple, dans le magasin. Donc en fait, entre distributeurs et indépendants, en France, il y a souvent du retard. Regarde le Mega CD1. Le Mega CD1 de Sega, on l'a jamais eu en France. Et pourtant, Sega avait annoncé à travers la presse que le Mega CD allait être disponible en France à partir de telle date. On l'a jamais eu. Tu vois? C'est des exemples en fait. Parfois, les choses sont retardées de 4-5 mois. Simplement par rapport à la fabrication, la législation de l'import, etc. Tu vois, pour avoir les dates exactes, en fait, de distribution, il faut retrouver, en fait, Gilles Breuil de Shoot Again. C'est-à-dire que Shoot Again, en fait, c'était les importateurs non officiels pirates des consoles import qui sortaient au Japon. On va dire, dans le mois du Japon, ils les avaient dans leur magasin. Parce qu'ils allaient les chercher, les consoles, ils les ramenaient. Là, on parle pas d'import officiel, on parle d'import pirate. C'est-à-dire que si en 90, par exemple, Shoot Again a ramené des consoles locatives qu'ils auraient volées au Japon pour les vendre en France, oui, là, il y aurait eu peut-être 5 ou 6 ou une dizaine de personnes qui auraient eu la Neo Geo en France à la vente. Parce que Shoot Again aurait fait de l'import sauvage et également de la vente pirate d'une console qui était en location à l'époque. Maintenant, tu peux faire toutes les recherches que tu veux, tu verras que même la Game Boy qui est annoncée peut-être plus tôt en France, elle arrive fin septembre en France, tu vois, voire dans certains endroits de France même. Alors bien sûr, ce qui compte c'est la première date où elle arrive en France, là. Mais t'as des gens qui ont eu simplement la Game Boy disponible en France, dans leur ville, dans leur village, au mois de décembre, dans leur supermarché. Au début, en fait, on fournit aux boutiques les premiers, les gens qui donnent le plus d'argent pour avoir le produit. Alors là, la Game Boy, voilà, c'est une autre histoire. Hein.
Là, c'est de la grande distribution. Voilà, c'est officiel, c'est Nintendo, c'est pas comparable. Mais je pense que dans les magazines, et moi j'ai pu le vérifier, en effet, sur même des jeux micro-ordinateurs, même sur la Jaguar ne sort pas au moment où elle est prévue de sortir. Tu vois, il y a des choses comme ça. Si on est, alors là, ce qui est bien, c'est que les gens sont assez jeunes aujourd'hui pour pouvoir parler de la Jaguar. Aujourd'hui, parler de la Neo Geo, il faut trouver des gens qui ont déjà plus de 45, 50 ans. C'est déjà un peu plus compliqué, sachant que ces gens-là sont peut-être détachés en fait du monde du jeu vidéo. Voilà, c'est un peu. Et tu sais, les souvenirs en fait, parfois ça te joue des tours. C'est ça le problème. C'est pas évident en fait. En fait, il vaut mieux, en effet, voir des informations à travers des réseaux sociaux, mais après, toi, te renseigner, essayer de trouver des preuves, et essayer de trouver des distributeurs qui vont te dire que oui, la console était en magasin à ce moment-là. La Neo Geo CD, c'est pareil. T'as des gens qui vont te dire qu'ils l'ont eu en 94, sauf que c'est pas exactement ça, quoi. C'est le moment où elle arrive dans les score games, le Jussieu, etc., c'est 95. Au tout début, il n'y en a pas forcément. Il y en a peut-être une dizaine qui a été distribuée à droite à gauche, mais le gros stock qui arrive par cargo, c'est un peu plus tard. Sachant en plus que tu as l'import japonais et l'import européen, etc. Enfin bon. Avec cette histoire de 50 Hz sur la Neo Geo CD, quoi, voilà. Voilà, il y avait Tennis sur la NES, l'Atari, ST, j'ai allé jouer chez un poteau, Rick Dangerous. Ah, Rick Dangerous, exceptionnel. Moi, j'aurais adoré qu'il fasse une compilation Mega Drive avec Rick Dangerous 1 et 2. J'aurais adoré. Salut Code Wizardry, ouais. Cette machine Atari ST a formé une génération de virtuoses du code, ouais. Et pourtant, moi j'ai commencé à faire du basique en fait sur le Commodore 64. Parce que j'avais raconté que mon lecteur cassette marchait mal, je savais pas le régler, ni mon père, ni qui que ce soit dans mon entourage. Et à un moment donné, avant qu'on renvoie le lecteur cassette en Allemagne pour qu'on nous en renvoie un autre par Conforama, c'est comme ça que ça se passait à l'époque, hein. J'avais donc le clavier, et je m'étais mis à faire du basique. C'est-à-dire que je tapais des lignes de code, je changeais les prints aussi, et puis les séquences de code dans des magazines pour faire mes propres petits jeux, enfin, des petits jeux, attention, hein. C'est des trucs qui... Tu tapais pendant peut-être... je sais pas... Allez, peut-être pendant 2 heures pour faire un truc qui durait 30 secondes. Soit tu faisais des sons, soit tu faisais des graphismes, soit tu faisais en fait des mini-jeux avec des devinettes. Enfin, ça allait pas très loin, hein. Voilà, moi je pouvais pas sauvegarder, donc... Après, quand j'ai reçu mon lecteur cassette, j'ai rejoué et j'ai arrêté. Voilà, c'est tout. Ouais. Les premiers jeux à sortir en France n'étaient pas FAH ou FRA. Ouais, bah ouais, c'était... Ça, c'est... Le FAH, en fait, c'est Nintendo qui a fait ses normes en 92, parce que Nintendo a importé, en fait, ses usines en Europe de fabrication, et il y avait les normes FAH pour la garantie. Pour savoir que le jeu a été fabriqué et assemblé en Europe. C'est tout simplement ça. Et t'as certains éditeurs, d'où l'histoire du fameux full matching que nous avait sorti Camille à une époque au niveau de la vente aux enchères, où en fait, en faisant des recherches, eh ben, tu te rends compte que certains éditeurs fabriquaient toujours leurs jeux au Japon, il n'y avait pas de full matching. Le full matching, en fait, c'est quand c'est fabriqué en Europe, assemblé en Europe ou au Japon, etc. Mais, et que le cartouche, la notice, la boîte ont le même numéro de série. C'était très très rare, ça. Très très rare. Parce que Nintendo avait ses usines en Europe à un moment donné. Et vous pouviez avoir une notice fabriquée en Norvège ou en Espagne, avec toutes les langues à l'intérieur, et avec la norme FAH à la fin. La cartouche était assemblée aux Pays-Bas ou je ne sais où. Vous aviez le jeu en français, bien sûr, mais les usines étaient dans d'autres pays que la France. La norme FAH, c'est pour dire vendu France, Hollande, Benelux, ce que vous voulez, quoi, voilà, pays francophones. Mais c'était une norme pour la garantie. Voilà, pour savoir d'où venait le jeu, etc., avec le numéro de série.
C'est rien, il n'y a rien de plus, voilà, après. Euh, T'as jamais vu une Néo en magasin, t'as 43 ans. Magnifique. Moi, je sais que j'avais été surpris, mais la Neo Geo, la première fois que je la vois en boîte, parce que je l'avais vue chez un copain qui l'avait, que je vois la boîte de la Neo Geo, c'est à la Fnac. Et après, je l'ai vue au BHV également. La Fnac, où sur la boîte, t'as marqué... cette console peut être, je sais plus, ils avaient mis un truc, un espèce de sticker qui m'avait marqué à la Fnac. Comme sur la boîte Super Graphics avec le logo Sodipeng, là c'était Guillemot, ils avaient marqué cette console peut être utilisée grâce à un transfo et une alimentation européenne pour marcher dans votre salon, je sais plus quoi. Il y avait un gros sticker blanc collé sur la boîte, tout dégueulasse. Je suis pas sûr qu'il pouvait s'enlever d'ailleurs. Et pour prévenir que les gens qui pouvaient l'acheter, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas acheter une console qui ne marcherait pas chez eux. Parce que le souci principal des parents à l'époque, c'est quand tu achètes une console, c'est que ton enfant ou toi, tu puisses y jouer. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de ces histoires avec les Amiga, les Amstrad, les IBM, les PC, les Apple, les Macintosh. Quand vous achetiez un jeu, il y avait marqué sur la boîte, attention, jeu compatible Macintosh version 1.2, 64 kg de RAM, 128 couleurs, je sais pas quoi. Vous rentriez chez vous, le jeu marchait pas. Et pourtant, t'avais tout ce qu'il y avait marqué sur la boîte, et ben non, ça marchait pas. Alors, soit tu tapais mal la ligne de code, soit en effet, t'avais pas assez de RAM, il te manquait 1 méga sur l'Amiga 500 avec 520 kilo-octets. Enfin, tu vois, à un moment donné, ça devenait compliqué, donc les parents, ils avaient peur d'acheter une console qui marchait pas. La PC Engine, tu voyais des piles de PC Engine entassées à la Fnac, ça partait pas parce que les gens comprenaient pas comment ça marchait, ce qu'il fallait faire. Si vous regardez l'émission Striptease de France 3 dans les années 90, où il y a une famille qui achète un micro-ordinateur et qui veut se connecter à Internet, c'est un sketch en fait, mais c'est un peu ça. Les gens savent pas ce que c'est une souris, ils comprennent pas, etc. Le début d'Internet et du micro-ordinateur, les gars, c'est chaud, hein, c'est violent. Hein. Frank Kaufman, les meilleurs souvenirs, ce sont les nôtres. On sait que c'est réel. Bah, tu pourras pas, tu peux pas t'acheter des souvenirs, en effet. Ça, voilà, ça t'appartient, c'est à toi. Dans ta petite ville, t'avais un ami qui avait une Neo Geo et un ami qui avait une Jaguar. Bah, lui, il était bien, lui. Il était bien. Rick Dangerous 2, Dédé Lebon avec des vies infinies. Ah, c'est ça. C'est que Rick Dangerous, le 1 était plus facile, le 2 avec les extraterrestres, il est un peu plus compliqué. Mais il est génial ce jeu, il est génial. Si vous avez jamais joué à Rick Dangerous 1 et 2, les gars, sur Amiga, C64, Atari, jouez-y en émulateur. C'est des jeux géniaux. On s'amuse, c'est simple. Enfin, c'est des jeux géniaux, quoi. Avec très peu de capacité, on faisait des jeux magnifiques à l'époque. As-tu le shoot Burning Angel? Non, je l'ai pas. Non, j'ai pas Burning Angel. Les parents disaient que ça abîmait la télé. Ouais, en effet, on en avait parlé. C'est parce que justement, ils maîtrisaient pas les nouvelles technologies. Ils maîtrisaient absolument pas. Et nous les enfants des années 90 et 80, on était les premiers à éduquer nos parents par rapport aux consoles, aux normes NTSC PAL. Alors même si vous aviez des parents déjà qui étaient déjà dans la micro-informatique et qui avaient, vous savez, un magnétoscope. Parce qu'à l'époque, les magnétoscopes, il y avait eu ce problème entre PAL, SECAM, il y avait les Betamax et les VHS aussi. Les parents avaient été initiés déjà au problème SECAM et PAL. Donc, pour eux, le fait qu'il y ait une nouvelle norme avec le NTSC, avec les produits américains et japonais, ils arrivaient à comprendre. Maintenant, je sais pas si vous vous souvenez de ça, les gars, mais donner un joystick ou une manette de jeu à votre mère pour jouer, alors je parle même pas des grands-parents, attends,
Avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche, c'est pas instinctif, hein. Je veux pas être méchant, mais vous avez déjà vu, pour la première fois, quelqu'un essayer de conduire une voiture quand il apprend à conduire, c'est un peu ça. Voilà, que ça soit une femme ou un homme, et parfois malheureusement un peu plus certaines personnes qui n'ont pas des réflexes logiques dans leur façon de faire les choses, ils vont galérer, ils comprennent pas, voilà, pourquoi tu dois appuyer là pour faire ci, ils comprennent pas. Pour eux, quand ils avancent, le bonhomme doit sauter. Ah non, en fait, tu dois aussi appuyer pour sauter, tu dois tirer, tu dois locker dans des shoot 'em up, tu dois ouvrir un menu, tout ça. Pour eux, c'est incompréhensible. Moi, je me souviens que je jouais à une simulation de vol qui s'appelait, je crois que c'était Apollo 18 sur Commodore 64 ou Apollo 11. Je sais plus si c'est Apollo 11 ou 18, j'arrive plus à m'en souvenir. Simulation de vol de la Saturn 5 pour aller sur la Lune. Tu devais faire alunissage, accrocher, décrocher le lemme, comment dire, comment on dit, s'accrocher dans l'espace à un autre module, etc. Je jouais à ça en fait, et je me souviens quand les parents regardaient, c'était incompréhensible pour eux, incompréhensible. Et pourtant toi, t'avais 11 ans, tu jouais à ça, c'était naturel. Tu vois, si tu disais, ouais, faut appuyer là, faut faire cette touche-là, faut faire ci, les parents ne comprenaient rien. Pour eux, ça s'arrêtait à Pac-Man, en fait, pour certains parents, le jeu vidéo. Même en 88, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, la génération de nos parents des années 60, c'est complètement différent, voilà. Alors, Vincent 90, tu dis, ah ouais, ça abîme la TV de jouer avec un pistolet. Ouais, on a connu ça, mais... Et les parents ne voulaient pas acheter de gun, en fait, à leurs enfants, parce que, vous savez ce que faisaient... Moi, j'ai vu des enfants faire ça. Ils jouaient avec les pistolets Nintendo, ou ils jouaient avec les pistolets Master System, dans la rue, comme s'ils jouaient à la police et aux voleurs. Et les parents aimaient pas ça, ils aimaient pas les jeux de guerre, donc ils achetaient pas les guns en général. Après, chaque parent, voilà. Salut Brasildom, comment tu vas? Ouais, rebonne année à toi, bien sûr. Hein. Ouais, santé, ouais. Bah ouais. Sinon, si t'as pas la santé, si t'as pas le physique, tu peux rien faire. Voilà. Tu pourras jamais devenir riche, ni, ni avoir du succès dans plusieurs domaines. Enfin bon. Xenon 2, il est exceptionnel, avec la musique des Bitmap Brothers. Le remix, incroyable. Incroyable. Et tu vois, Nico 34, ça c'est des jeux que j'ai encore en fait au niveau de ma collecte. Et je prends plaisir en fait à toujours posséder ces jeux-là. J'ai pas forcément en fait de grande nostalgie. Je suis content qu'on soit passé à autre chose. Je suis content qu'on ait vécu d'autres choses également dans le jeu vidéo, tu vois. Mais pour moi, ces jeux-là, ils font partie de l'histoire. Et moi, j'aimerais bien, par exemple, que des gens, en fait, dans le futur, arrêtent de collectionner la Super Nintendo bêtement, arrêtent de collectionner la Mega Drive bêtement, et se demander pourquoi ils font ça, en fait. Est-ce qu'ils ont un affect avec? Est-ce qu'ils ont simplement besoin de reconnaissance dans le milieu du rétro? Il y a tellement d'autres choses, vous passez à côté de beaucoup de choses, les gars. Alors je vous demande pas de jouer à de la Neo Geo comme font certains, parce que pour l'alternative, pour les gens qui font de la Super Nintendo, c'est quoi la Neo Geo? Il n'y a pas d'autres consoles, les gars. Allez voir la Game Boy, allez voir l'Atari ST, l'Amstrad CPC, il y a des choses magnifiques dessus. Et je pense que quand vous allez commencer à goûter en fait à peut-être une autre partie de l'histoire du jeu vidéo, vous allez adorer. Mais parfois, ne cherchez pas non plus forcément à montrer les jeux auxquels vous jouez. Vous pouvez très bien jouer dans votre coin sans à chaque fois faire du stream ou etc. Le rétro également, c'est quelque chose de privé et d'intime pour la plupart d'entre vous, je pense. Vous n'avez pas forcément besoin à chaque fois de montrer ce que vous faites, ce que vous achetez, etc. Alors... Pour programmer l'enregistrement, tu dis... Attends, j'avais lu... mince, je l'ai raté. Pour programmer l'enregistrement sans taper la date et l'heure, c'était top. Au niveau de quoi? Au niveau de... Ah, le magnétoscope? Ouais. Ouais, peut-être, ouais.
T'avais Duck Hunt avec le pistolet, tu adorais ce jeu sur NES, que de souvenirs. Bah, de toute façon, on a que des bons souvenirs parce qu'en général, ce sont nos premiers, vous savez, nos premiers appareils, nos premiers jeux. Donc, tu as les souvenirs, en effet, qui t'ont le plus marqué par rapport en premier, en fait, un souvenir affectif. Ce qu'on t'a offert en premier, la console qu'on t'a acheté en premier, le jeu qu'on t'a acheté en premier. Je sais que moi j'ai plus d'affect, c'est bête ce que je vais vous dire, mais j'ai plus d'affect avec la Master System qu'on a eu en famille, à 3 dans la famille. C'était une console qui avait été achetée pour les 3 enfants à l'époque. J'ai plus d'affect avec la Master System qu'avec la Super Nintendo. Et pourtant voilà, je parle plus souvent de la Super NES, c'est vrai, avec les gens que je côtoie, que de la Master System. Mais rarement, pour les gens qui me connaissent, en fait, j'ai pas envie de dénaturer les souvenirs que j'ai en parlant et en exprimant mal, en fait, mes souvenirs à travers une console que j'ai adorée ou un jeu que j'ai adoré. Par exemple, de mon côté, je vais jamais vous parler de Moonwalker, de certains jeux Master System que j'ai adorés, parce que justement je garde en fait tous ces souvenirs en fait que j'ai pour moi, et le fait que j'en parle et que peut-être j'en parle pas aussi bien que ce que j'ai vécu, ça va me déranger quelque part, et le côté un peu perfectionniste en fait de ces souvenirs, voilà, ça va rester ça va rester sacré, voilà, pour la personne. Et je pense que chacun qui teste un jeu en fait va avoir sa propre expérience, et j'ai pas envie non plus de lui dire ouais, ce jeu il est exceptionnel, prends-le, et si t'aimes pas, bah je te déteste, et bah non, en fait. Donc Moonwalker, les Star Wars Super Nintendo, je ferai jamais de vidéo sur les Star Wars Super Nintendo, c'est des jeux que j'adore, et j'en parlerai pas parce que c'est des souvenirs à moi, c'est des jeux à moi. Et je veux pas vous convertir, vous demander d'aimer ces jeux-là, ou même moi, je vais pas essayer de vous en parler parce que j'en parlerai pas assez bien, j'en parlerai jamais assez bien. Il y a plein de jeux comme ça, voilà, dont je parlerai jamais en vidéo parce que je garde ça pour moi. Voilà, c'est personnel. Après, je peux en discuter avec des gens, mais ça me dérangerait d'en faire une vidéo et de mal faire la vidéo. Voilà. En général, je vais parler des jeux en vidéo si je fais des tests que j'ai aimé moyennement, que j'ai aimé un peu, mais je vais y rester très détaché en fait. Je vais avoir beaucoup de recul par rapport à ce dont je veux vous parler. Voilà, c'est pas... alors, Nidco34, tu étais le roi de la récré quand tu avais Canal+, ou quand... Alors tu disais quoi? Si au lieu de collectionner pour posséder, ces gens prenaient le temps simplement de jouer, car à la base c'est fait pour ça, il te semble. T'as raison, Brasildom. Faut prendre le temps de jouer, les gars, en 2025. Et il y a un truc qui me fait rire aussi, c'est que je vous le dis, hein, je suis tombé sous référence sur la vidéo d'un idiot, je le cite pas parce que ça lui ferait de la pub, il serait trop content. Je suis tombé sur la vidéo d'un idiot, voilà, qui part dans un délire total, en parlant de moi, en parlant d'autres personnes, etc. Où il dit que on parle mal des États germanes, on a un côté moralisateur. Non, c'est pas qu'on a un côté moralisateur, c'est que simplement, nous, le fait qu'on dise des vérités sur ces personnes-là, ça les dérange, parce qu'on met à nu, en fait, leur façon de voir les choses que par rapport à des prix, à des boîtes, à des collections, qui au final ne veulent rien dire pour les gens qui regardent ça, mis à part dire « ouais, t'as de l'argent, c'est génial », il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien derrière. Tu fais ce que tu veux, ça n'engage que toi. Malheureusement, voilà, si d'autres pensent qu'en fait, faire un full set, ou également dire que t'as terminé un jeu en un crédit à 45 ans, bah c'est bien pour toi, mais garde ça pour toi. Après, quand t'as simplement une centaine de vues et 10 likes en fait sur une vidéo où t'as terminé un jeu en un crédit,
c'est bien pour toi, mais encore une fois, n'essaye pas de convertir les gens à ce que tu as fait et les obliger à dire que c'est bien. C'est comme un gars qui s'est saigné pour faire un full set PS3 et qui n'a pas la reconnaissance qu'il aurait espéré en dépensant 30 000 euros de jeu. Bon, écoute, on n'a pas un côté moralisateur, c'est simplement que on dit voilà que peut-être c'est pas forcément la bonne façon de montrer le rétro gaming, mais ça s'arrête là. Si tu confonds le côté moralisateur et le côté pédagogique, psychologique, analyse, moi je sais pas, je pense qu'après il y a un complexe d'infériorité, un complexe également de manque de reconnaissance par rapport à un milieu. Je pense qu'il y a tellement d'autres choses à mettre en valeur dans sa vie que de dire on a terminé un jeu en un crédit. Tu vas épater qui? Tu vas épater le charcutier, la boulangère, mis à part dire à ton fils regarde mon fils, j'ai terminé un jeu en un crédit, c'est bien. Moi ces jeux-là, je les ai terminés il y a 30 ans en un crédit. T'as 40 ans aujourd'hui. À l'époque, j'avais 15 ans, moi, quand je les ai finis, ces jeux. Je veux dire, mépriser les gens, en fait, à travers une vidéo où t'insultes les personnes, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. En disant, moi, je suis mieux que toi, j'ai fini un jeu en un crédit. Bah, bravo. Regarde si ça intéresse les gens. Si t'as toujours 100 vues sur cette vidéo-là, c'est qu'il y a un problème. Enfin bon, après... Moi je suis personne pour donner des conseils, c'est simplement que je vois que il y a des gens, ils veulent exister à travers le fait qu'ils ont beaucoup d'argent ou ils ont terminé des jeux à 40 ans en un crédit. Bah c'est bien pour toi, mais n'essaye pas de me dire que c'est exceptionnel ce que t'as fait. Avoir de l'argent, c'est pas une qualité. Avoir du goût, par contre, ça c'est une qualité. Et avoir des compétences, bah si t'es très bon en fait au niveau des réflexes, à l'âge que t'as, bah écoute, pourquoi t'as pas été un jour pilote d'avion ou t'as pas été ingénieur? Bah t'aurais dû exploiter tes capacités pour faire autre chose qu'une vidéo à 40 ans où t'as 140 vues sur un shoot'em up. C'est dramatique quoi. Enfin je sais pas, pose-toi les bonnes questions. Hein. Voilà. Et puis, alors Sébastien, je suis d'accord avec toi, et t'as des gens en plus qui te parlent d'un jeu, et qui malheureusement te racontent pas forcément des vérités, mais parce qu'ils ont une grande communauté, ils vont se sentir forts, et puis ils rigolent, et voilà, ça les amuse. Voilà. Voilà, Nico34, voilà, tu connais, voilà, faut les laisser, ils ont eu leur moment de gloire, son jeu va exploser. Il va exploser, il a mis son jeu, il va exploser, il attend. La bêtise humaine, mon dieu, voilà. Alors, Dumont Anthony, t'as fait 1 par 5 en 2 coups sur Tiger Woods 2009, le deuxième coup. Alors, il y a un jeu qui est génial. Il y a un jeu qui est génial qui vaut rien dans le monde du rétro gaming. Achetez Tiger Woods sur la Wii. Génial. Il y a Maiden, Tiger Woods, il y a un jeu de baseball. C'est Frank Thomas Big Earth, je crois qu'il s'appelle. Ou il s'appelle... c'est Big quelque chose, je sais plus. Big... je sais plus comment il s'appelle le jeu là. Je crois que c'est Frank Thomas, ouais. Sur la Wii. C'est des jeux de sport exceptionnels sur la Wii. Le jeu de golf et tout, c'est génial quoi. Vous allez prendre plaisir à jouer à ça. Laissez tomber la Super Nintendo, les gars. Là j'ai quoi là? Alors j'ai un petit jeu à vous conseiller sur Super Famicom, Hat-Trick Hero. Exceptionnel le jeu. Exceptionnel, on s'amuse, c'est génial, c'est basé sur la Coupe du Monde 90 et l'Euro 92 au niveau on va dire ressemblance des stars d'époque. Batistuta, Maradona, on a regardez, vous connaissez le football ou pas? Voilà. Et après il y a un qui ressemble un peu à Zico, mais c'est pas l'époque de Zico forcément. Si vous voulez en fait, ça c'est des jeux tout simples, mais parce que ces jeux-là en fait ne valent rien, bah les gens ne veulent pas les chercher dans les collections, c'est dommage. Il y a des très très bons jeux.
Faudrait que dans le futur, et qu'on change, que les gens changent les règles, mais que dans le rétro gaming, les gens arrêtent de parler de Mega Drive, de Super Nintendo, de Neo Geo. Faudrait bannir tous ces gens-là et voir en fait si des gens seraient capables de parler de l'Amstrad CPC, de l'Atari ST, du début de la PC Engine, de la Mega Drive, pour voir en effet s'ils ont une histoire qui va au-delà de 92, 91, 90. Faut voir, faudrait voir. Ça serait intéressant de savoir. Parce que, comme je vous l'ai dit, le thème de ce soir, c'était qu'on est presque à 50 ans de rétro gaming pour nous en 2025. On a 48 ans, allez, 48 ans, quelque chose comme ça. Par rapport au début des consoles et des micro-ordinateurs où on pouvait commencer à jouer, c'est quand même dommage de se brider à une période qui a commencé en 92, pour certains. Y a tellement d'autres choses, quoi, les gars. Essayez de voir plus loin, de profiter, en fait, des consoles sorties avant, et des consoles sorties également autour de la PS3, pardon, parce que la PS3, il y a des très très bons jeux. Aujourd'hui, il y a moyen de se faire plaisir en rejoignant des jeux PS3 exceptionnels, qui sont largement mieux parfois que même des jeux Super Nintendo ou Neo Geo au niveau du gameplay pour le même genre de titre. Voilà, il y a plein de choses à voir. On pourra pas battre les classiques. Tous les classiques, les Street of Rage, les Golden Axe, les Hyperstone, les Turtle in Time. Putain, les gars, ils vont me défoncer sur ça. Au début du live, j'ai dit il y a Turtle in Time sur Genesis. Ah, je vais me faire défoncer, là, je le sais. Voilà. Lothar Matthaus, bien joué, Dumont Anthony, t'as trouvé Lothar Matthaus. Ballon d'or en 90. Ballon d'or. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du thème ce soir, on a bien discuté, franchement j'ai passé un bon moment les gars avec vous. J'essaierai de faire une bonne deuxième partie autour de 87-90 en m'arrêtant juste avant la Neo Geo pour parler de la Game Boy, PC Engine, Mega Drive, j'en oublie une là, Master System. La Master System, on va parler de la Master System, où on verra les jeux les plus vendus à Noël et des consoles qui ont le mieux marché dans le monde. Ça peut être intéressant, voilà. J'essaierai de faire plus de vidéos documentées, ou me rajouter des vidéos documentées, et parler un peu plus de cette époque à travers des reportages, voilà. Alors SNK Fury, les gens n'achètent que les jeux rares et cotés et ne se posent pas la question. Et est-ce que ces gens-là, tu vois, SNK Fury, je pose la question, mais est-ce que ces gens-là, à la base, ne sont pas des brocanteurs qui se seraient immiscés et reconvertis dans le milieu du rétro gaming en se prétendant, entre guillemets, legit, alors qu'à la base, ces gens-là sont des brocanteurs. Tu vois, Nico34, je t'avais envoyé une annonce sur eBay où t'avais un mec sur eBay qui vendait Samurai Shadow. Il vendait Samurai Shadow. Ouais, je vous dis Shadow parce qu'il a dit Shadow. Il ne connaît pas le jeu qu'il vend. Et en fait, il a mis la console Neo Geo avec un stick arcade et Samurai Shadow. Je soupçonne que ça soit un couple qu'on le connaît tous, là, qui ont des tasers et des battes de baseball à l'entrée de leur préfabriqué dans leur jardin. Ah, mais j'en peux plus, moi. Rendez-vous à la Pixel Day. Hein. Rendez-vous à la Pixel Day. Vous allez rigoler. Hein. Je pense que vous allez voir les mêmes personnages en train d'acheter des jeux et dire qu'ils sont passionnés pour faire de la revente plus tard. Et c'est ça, tu vois, SNK Fury, ce que je disais, c'est que je pense que ces gens-là, au final, sont des personnes reconverties dans la passion du rétro gaming, mais ce sont des brocanteurs et des revendeurs à la base. C'est pas des gens qui jouent, ils jouent pas. Après, c'est pas un mal hein, de pas jouer, mais faut qu'ils nous disent leur identité, exactement ce qu'ils font. Voilà. Il y a Code Wizardry, ouais, il y a des chaînes consacrées aux jeux micro, ça n'intéresse pas grand monde. Ouais, c'est dommage, parce que il y a comment il s'appelle, la chaîne de Temps X, qui parle de l'Amstrad CPC. Il y a des gens qui parlent du Commodore 64. Moi, je regarde beaucoup les Anglais.
Après, il faut être anglophone. Voilà, si t'es anglophone, tu peux comprendre sans traduction ce qu'il raconte, voilà. Mais le problème, c'est qu'en effet, bah, il y a la barrière de la langue pour les gens qui veulent regarder des Américains ou des Anglais parler de jeux vidéo. Il y a des Argentins, il y a une chaîne en Argentine, les gars. Le mec, il fait des trucs exceptionnels. En Argentine, on n'imagine même pas, il y a des conventions. Il y a des conventions en Amérique du Sud de rétro gaming génialissimes, sur des jouets, etc. Faudrait que je vous montre des passages un jour, et que je vous mette la chaîne. Je vais essayer de vous mettre la chaîne dans les liens de la vidéo. Les mecs sont hyper calés en Amérique du Sud sur le rétro gaming. Il y a une communauté, je me demande s'ils sont pas plus connaisseurs. Après, c'est pas difficile, hein, mais ils sont pas plus connaisseurs que les gars de la chaîne Back in Toys, qui peut être la chaîne la plus grande de rétro en France, voilà, je pense. Mais après, attention, Amérique du Sud, États-Unis, 500 000, 1 million d'abonnés, c'est autre chose. Hein. Le fait que nous, on parle français, bah, ça va pas attirer les Anglais, ni les Allemands, ni les Espagnols, voilà. Voilà. Non, Frank Kaufman, c'était Hat-Trick Hero. Ah, tu répondais à... D'accord, tu répondais à l'autre, ouais, voilà. Il faut faire une émission Je viens chez Etagerman. Pour moi, franchement, bah... À une époque, je trouvais que Stick de Geek avait fait une très bonne parodie des Je viens chez toi, en montrant des boîtes de conserve au moment du Covid, là, avec les prix dans les supermarchés, c'était très amusant. C'était très amusant et faut pas se prendre au sérieux. Pourquoi se prendre au sérieux en montrant un jeu comme si c'était exceptionnel? Tout le monde a ses jeux. Tout le monde a Golden Axe. Tout le monde a et Hyperstone sur Mega Drive. Tout le monde les a, ces jeux. C'est rien d'exceptionnel. C'est pas une œuvre illimitée. Tout le monde a ce Aladdin sur Mega Drive. Tout le monde les a, ces jeux. Faut pas se prendre au sérieux. Vous montrez votre collection, les gars. C'est pas un exploit. Vous avez de l'argent, vous avez acheté des jeux, point final. C'est pas un exploit d'avoir des jeux. Après, vous avez travaillé pour vous payer ces jeux, pour certains, quand c'est pas un héritage. Parce qu'il y a des gens, ils ont eu un héritage, ils vous le disent pas, ils ont une énorme collection, et puis ils ont foutu tout leur argent bêtement là-dedans. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Salut Abdul Jabbar, bonne année à toi, ouais. T'as testé hier Brazil Dome GTA 5 avec le mode Natural Vision Evolved. Cela remet un coup de polish, ouais. Ils font des très belles choses au niveau des effets spéciaux sur les nouveaux PC avec les textures, le changement de texture, c'est exceptionnel. Ils avaient fait ça et à une époque sur les vieux Flight Simulator. Il y avait Flight Simulator, c'était le combien? C'était le qui était sorti autour de 2008, un truc comme ça, je sais plus. Il y avait des logiciels qu'on pouvait avoir pour changer toutes les textures du jeu, pour avoir un mode naturel réaliste. Exceptionnel. C'était vraiment, on redécouvrait le jeu, quoi. Là, je suis content, ils font ça sur les derniers GTA avec les technologies, c'est vraiment top. Topissime, voilà. Ouais, c'est ça du Mont Tony, c'est que la Super NES et la Mega Drive, c'est une génération de consoles qui est proche en fait de tout le monde, entre les quarantenaires et les trentenaires. Donc c'est le mix en fait parfait pour attirer tout le monde. Le gars qui va parler que de la Game Boy, il va attirer en fait qui? Enfin, je vous parle de la première Game Boy, hein, la FAT, hein, tu vois, la première Game Boy, il va attirer qui? Que les gars qui ont plus de 40 ans, 45 ans. Il va pas attirer les autres, ils veulent de la DS. Il y a plein de gens qui collectionnent la DS, malheureusement la DS, bah les jeux ils coûtent pas cher, donc il n'y a pas ce fantasme de dire ah t'as un jeu DS c'est incroyable, comme de dire t'as un jeu Neo Geo à 2000 € chez toi. Là oui, le mec est subjugué, tout ça là. Je pense que c'est le domaine des brocanteurs. Faut pas confondre les gens qui sont fans du jeu, de la culture, de l'information, avec les gens qui font de la brocante et qui possèdent l'objet parce qu'il a une certaine valeur. Voilà.
c'est une autre catégorie. Je pense on peut pas les associer. Voilà, on peut pas les associer. D'ailleurs, on cherche toujours, en fait, les gens qui sont fans du gameplay, des concours et du scoring. On les cherche encore. Faites vos chaînes, les gars. Les mecs qui disent qu'on est moralisateur, je ne sais quoi, faites vos chaînes en parlant que de scoring. Et faites du scoring par rapport à des professionnels. C'est comme récemment à la Edge Convention, il y avait donc un participant, Kusanagi là, qui a gagné un tournoi Street Fighter 6 récemment. Il y a plein de gens, ils sont chez eux, ils jouent à des shoots, ils jouent à des jeux de combat, ils se croient super forts. Le jour où vous jouez contre un professionnel dont c'est le métier et la passion depuis des années, vous vous faites défoncer, mais vous n'avez même pas le temps de bouger le petit doigt, vous êtes par terre. Dans les Street Fighter, les KOF, etc. Le niveau est tellement différent. Donc moi les gars qui aujourd'hui vous disent « Ah, je finis en 3 vies et un incrédit, je finis un jeu », vous me faites rire, les gars. Ça sert à rien. Vous êtes ridicule par rapport à des professionnels ou des mecs dans les salles d'arcade au Japon qui passent leur nuit à jouer à ça. C'est quoi l'intérêt, en fait, de se vanter par rapport à ça? Aucun intérêt. Vous allez vous faire rétamer par rapport à des professionnels. Allez faire un combat un jour dans des conventions face à des pros de Street Fighter, de Tekken, ou même des shoots au niveau du scoring, ou même aller jouer à FIFA. Si vous pensez fort à FIFA, vous allez jouer contre un pro, vous allez vous faire démonter. Vous vous rendez pas compte, les mecs passent leur vie, nuit et jour à jouer à ça, ils sont payés pour ça. Le niveau que vous pensez être exceptionnel pour vous, dans votre entourage de potes ou même en réseau, vous êtes à des années-lumière en fait de comprendre ce qui se passera quand vous allez rencontrer ces personnes. Et là c'est pas j'essaye simplement de vous faire comprendre ce qui va se passer là. C'est pas un côté moralisateur, c'est un côté pédagogique pour votre santé mentale. Parce que votre santé mentale, avec votre ego surdimensionné, quand vous allez rencontrer ces personnes-là, il va prendre un coup. Hein. Ça va être terrible. Hein. Ouais. Le Brésil, en rétro, ils explosent tout le monde. Ouais. Parce que au Brésil, comme dans les pays de l'Est, comme vous le savez, ou même en Afrique, le parc vidéoludique s'est arrêté à un moment donné parce que les gens n'avaient pas l'argent pour acheter les nouvelles consoles, les nouveaux ordi. Ils ont beaucoup joué sur d'anciens systèmes. C'est pour ça qu'ils ont perfectionné, et d'ailleurs la Master System également, c'est une console au Brésil qui a duré des années et des années. Les gens n'avaient pas l'argent pour acheter une PS2 qui venait de sortir, non. Voilà, tu nous prends tous sur King of Fighters avec Kim, Frank Castro, enfin d'accord, y'a pas de souci. Ouais. Bah, je vous raconte un truc, pour terminer, même dans les années, on était à l'année fin 99, début 2000, quand sur Voltaire il y avait les tournois, quand les boutiques fermaient, chez Ultima ou chez Obi-Wan ou je sais plus qui, j'avais des potes qui allaient faire les tournois à Dead or Alive sur la Dreamcast ou King of Fighters, et il y avait les tournois sur des Art of Fighting beaucoup plus tôt également, et sur l'autre c'est Tekken 3 en version. Et à l'époque, je me souviens, il y avait des joueurs qui se pensaient très forts à Tekken, qui ont rencontré des personnes justement qui faisaient des tournois dans les salles d'arcade sur les KOF et des jeux Neo Geo. Quand ils ont rencontré ces personnes-là, tous les mecs en fait de République se sont fait déglinguer au niveau des combats. Et à l'époque, je crois qu'on mettait 50 francs en fait pour participer au tournoi, et à la fin, le mec gagnait en fait la somme. Mais ça, et d'ailleurs, c'est Ben de la chaîne de la dose qui fait des vidéos avec Edge. On en a parlé. Il se souvient de cette époque-là aussi. On en a parlé. Et en fait, tant que vous n'avez pas rencontré ces personnes-là, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point en fait le niveau est vraiment élevé en fait dans la compétition avec ces personnes-là. Voilà. Enfin voilà les gars. Bon, sur ce. Voilà, on va arrêter de discuter, mais on s'est remémoré une partie de l'histoire du jeu vidéo et du rétro pour l'année 2025.
On verra dans quel sens ça va, et puis on verra si les gens continueront de parler de la Super NES et de la Mega Drive comme des trucs exceptionnels, alors que tout le monde a ses jeux. Voilà, tout le monde a ses jeux. Je vois pas l'intérêt aujourd'hui de vouloir s'approprier et de montrer sur une étagère que tu as Golden Axe. Pourquoi pas. Tu as gagné le tournoi de ton quartier. Oui, ça compte. Voilà. Il y a encore ceux qui sortent sur Master System au Brésil, on a dit, voilà, surtout en Amérique latine. T'as fini Art of Fighting 2 que vers tes 30 ans, jamais réussi avant. Voilà, c'est ça. Frank Kaufman, voilà, merci à toi pour témoigner. Tu es largement plus fort, justement, quand tu vieillis avec toute l'expérience que t'as pour terminer des jeux. C'est beaucoup plus facile. Quand t'as 15 ans, c'est beaucoup plus dur. Voilà. Ouais, bonne soirée à toi, SNK Fury, et bonne soirée à tous, les gars. On a bien discuté, c'était sympa, on a passé une bonne soirée. C'est le principal. Vous voyez, il n'y a pas de modérateur dans le chat. On rigole bien, on est entre nous. On est une communauté tranquille. Pas besoin de vouloir, de vouloir intégrer des personnes méprisantes. Voilà. Pour faire plus de vues. Voilà. Allez, salut à tous, bonne soirée. Et portez-vous bien, les gars. Ciao, ciao.